Bon après-midi, heureuse de vous retrouver après une semaine d'actualité mouvementée au Cameroun. Et ce soir, comme tous les autres samedis après-midi, on reviendra sur l'actualité ayant meublé les tabloïds tout au long de cette semaine. Et il faut dire de prime abord que Sissoko Ayuk Tabé est le leader de l'Ambazonie et ses co-accusés sont donc définitivement camerounais. Le tribunal militaire en a décidé ainsi. Une information qui est tombée alors que Fayengo Francis, le coordonnateur du programme de désarmement, fait le point des actions de ce comité récemment créé par le chef de l'État pour apporter la paix dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Et bien sûr, le nord-ouest et le sud-ouest toujours en proie à des exactions qui continuent de défrayer la chronique dans l'ensemble du triangle national. Vous l'avez compris, la crise anglophone constitue le plat de résistance de votre émission Tous Azimuts cet après-midi. Mais avant de le consommer, on aura l'occasion tout d'abord de revenir sur cette réalité au Cameroun. L'opération Épervier, où en est-on exactement? Est-ce que ce rapace continue de voler haut avec les récentes arrestations et les nouveaux procès qui s'annoncent au tribunal criminel spécial? On parlera également cet après-midi de cette actualité autour de la première dame du Cameroun après ce papier effectué par Jeune Afrique économique. Et pour mieux en parler, le directeur de publication est assis en bonne et due forme sur la sellette. Mais avant, prenons donc un petit tambour en début de ce programme en parlant des chantiers de la CAN, puisque le ministre des Sports, Narcisse Mouelekambi, vient d'effectuer un tour dans certaines villes du Cameroun, notamment à l'ouest et ici dans la région du littoral, pour pouvoir toucher du doigt l'état d'avancement des travaux, entre parenthèses pour l'instant satisfaisant à la date nouvellement annoncée pour l'organisation de cet événement. Merci de faire confiance à cette émission, ce volant interactive. Vous avez un code d'accès pour participer. Votre point de vue compte tout au long de ce débat et le 6 99 13 50 75 reste le seul contact par lequel vous pourrez participer uniquement par SMS. Une fois le menu dressé, pour ceux qui devront déguster donc cet après-midi ces plats consistants, je vais commencer par accueillir à ma gauche un que je n'ai pas reçu depuis un petit moment sur ce plateau et que j'affectionne particulièrement. Je l'appelle Monsieur Environnement. C'est donc l'homme qui veille à l'environnement où nous vivons au quotidien, environnementaliste, mais également régional du FSNC, du président, on doit encore le dire, Thieroma Bekari. Monsieur Didier Yimkwa nous fait l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. Bienvenue, Didi. Bonsoir madame, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je profite aussi de l'occasion pour leur souhaiter le meilleur vœu pour l'année 2019. Parce que depuis là, je crois qu'en janvier, c'est ma première. Et je salue aussi mes co-panélistes. Juste à ma droite, lui nous vient de très loin et bien sûr la première fois sur ce plateau on parle de crise anglophone. Il est important d'avoir également l'opinion des personnes impliquées. Nous avons donc monsieur Elvis Kivan Bonkiyou. J'espère que je prononce très bien. Il est membre de la société civile, il est un observateur politique, on peut le dire comme ça. You are also accountant by profession. You are welcome, Elvis Kivan. Thank you very much. It's a wonderful pleasure for me to be here today and to share my points of view in what we have to talk today. I'm glad to meet you all and Happy New Year to all televiewers and to all my friends. Voilà. Et pour compléter ce plateau, lui, il est un avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs conseiller juridique pour ce qui est de la région du littoral, du Social Democratic Front. J'ai toujours du bonheur à l'accueillir. Maître Paul Payer est de notre cet après-midi. Bienvenue, maître. Ouais, bonne soirée, Rosalie. Bonne soirée à tous les panélistes ainsi qu'aux téléspectateurs. Je crois que les thèmes d'aujourd'hui sont assez intéressant et nous allons dire ce que nous avons dans le cœur et dans la tête. Le quatrième invité qui se fait attendre et qui pourtant a donné son accord de principe, c'est Simon Miyanga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ben, comme on a de coutume désormais en 2019 sur ce plateau, on n'attendra pas, on va ouvrir les débats tout de suite en nous intéressant justement à ce sujet sur la CAN 2021. Mais avant d'en arriver en 2021, on se rappelle
que la deadline qui avait été donnée par le comité d'organisation de la CAN 2019 et même par la suite, c'était qu'au mois de mars, on aurait tous les chantiers parachevés avec ou sans organisation de la CAN en 2019. Il faut dire que des mouvements se font très présents sur le terrain et encore quelques heures seulement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kambi, vient donc de séjourner dans la ville de Douala. Il faut dire que de façon générale, Maître Payéré, il ressort quand même de cette tournée que tout semble être sur les rails pour que le défi soit relevé. Oui, ça se dit. On dit tout est sur les rails, mais il y a toujours un point de doute. Un point de doute, pourquoi? Nous savons avant que la CAN nous soit retirée, on disait toujours que nous étions fin prêts. Et c'est quand on retire cette CAN que nous nous rendons compte évidemment que rien n'était fait sur le terrain. Donc à l'heure actuelle, voyez-vous, quand je ne prends que le cas de la ville de Douala, à l'heure actuelle, aucun stade n'est prêt à pouvoir recevoir des compétitions en matière footballistique. Voyez-vous, toutes les équipes de Douala, Douala est riche en équipes de football. Toutes les équipes du littoral, de Douala précisément, ne font qu'aller ailleurs. L'Union Douala, par exemple, dont je suis aussi un sympathisant, un membre et d'ailleurs dirigeant, c'est que j'allais vous dire, je suis secrétaire général adjoint et conseiller juridique, on peine à aller jusqu'à Limbe pour jouer. Alors qu'à côté, on nous disait que le stade Bapelépé, qui est tout juste à un jeu de pied ici, était déjà presque prêt pour pouvoir abriter les matchs. Je pense que le problème du stade Mbappé-Lépé, c'est plus un problème de réception du stade, parce que lui, il est quasiment terminé. Il est terminé, mais et toujours est-il qu'il y a des opinions qui s'élèvent en disant que on le dit, mais ce n'est pas la réalité. Parce que, voyez-vous, tous les stades... Il faut voir, par exemple, quand vous passez au niveau de Omnisport, on nous disait aussi que ça avançait très vite. Quand je dis qu'il y a toujours des doutes, moi, je suis devenu Thomas dans ce pays. C'est-à-dire, je veux d'abord voir avant d'accepter. Dès lors que nous passons par Omnisport, à un certain moment, les travaux allaient, jour et nuit, on passait et on essayait de voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. La façade où la route passe à l'heure actuelle, quand vous passez, vous vous rendez compte que c'est bouclé. On ne sait plus si on travaille. Et il faut faire vraiment un espionnage pour savoir si ça avance effectivement. Mais comme le Camerounais est plus informé par la rumeur, parce que là, quand le ministre arrive pour nous dire tout va bien, on nous disait que d'ici mars. Voici déjà au mois de mars. Non, il y a encore quelques jours. Quelques jours, alors. Ce n'est qu'en termes de jours. Peut-être ça sera même en termes d'heures. Pour qu'on puisse dire. Je me dis, pour moi, les chantiers avancent. Mais pas toujours au rythme qu'il fallait. Parce qu'aller à Japoma, ça avance. Mais il fallait, le chef de l'État a quand même pu parler, il a élevé la voix pour dire les choses doivent avancer. Mais je crois que pour ma part, ça avance, mais pas toujours très bien. Didier, quoi, tu penses peut-être qu'il faille continuer de mettre la pression, mine de rien, pour qu'on ne baisse pas un peu les bras, parce que mine de rien, quand même, les Camerounais ont ce propre de toujours relâcher, parce que quand je regarde l'axe de village qui va jusqu'à Yassa, on avait à un moment donné arrêté les travaux, mais en passant là ce matin, ça avait repris de plus belle. Finalement, on a l'impression qu'il faut marcher derrière ce maître d'ouvrage avec un bâton. Ça pose quand même un problème de fond. C'est quand même notre événement à tous. Pourquoi est-ce qu'on a la sensation que chacun qui doit mettre sa main à la pâte a toujours besoin d'être bousculé un tout petit peu pour pouvoir le faire? Je ne voudrais pas qu'on se perde dans les querelles terminologiques. Parce que j'ai suivi Madame le ministre de la Ville lors de son passage ici à Douala. Elle n'a pas été aussi péremptoire que le ministre du Sport. Et moi, je préfère beaucoup plus l'appréciation des femmes. Parce que généralement, elle est matinée d'un peu de sérieux. Je ne voudrais pas dire que le professeur Narcisse Kambi n'est pas sérieux. Parce que, voyez-vous, si la CAN se limitait seulement au stade, on dirait qu'on est prêt, peut-être même à 90%. Mais la CAN doit être une fête populaire. La CAN, ce n'est pas seulement les stades. La CAN, c'est les infrastructures de communication, les routes, comme tu l'as si bien dit. La CAN, c'est la qualité de la communication, de connexion au niveau Internet. La CAN, c'est même l'adhésion populaire. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que le peuple camerounais adhère à cette CAN-là? Il faut être dubitatif.
Là, il faut être dubitatif. Ensuite, vous voyez le cas de Douala. Ce sont eux qui revendiquent cette carte. Oui, on veut bien. Vous savez, c'est un sujet très clivant. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, on ne peut pas dire que tous les Camerounais adhèrent à cet événement. Pourtant, c'est une fête populaire, comme je le disais tantôt. Regardez par exemple le cas de la ville de Douala. Douala aujourd'hui est une grosse poubelle. Vous comprenez? Il était temps, moi je pense que si les populations adhéraient à 100% à cette compétition-là, il était temps que les populations mettent la main à la pâte, s'organisent même à enlever ces ordures ménagères-là. On ne va pas jouer la canne dans la poubelle. Vous savez, c'est mon combat de depuis. On a l'impression que Isakam et la communauté urbaine qui sont chargés d'enlever ces poubelles-là, leur intérêt, c'est seulement se remplir la poche. Il y a aussi presque une facture. Et moi, je comprends les populations, nous qui avons la chance d'accompagner les populations dans la gestion des ordures ménagères. On a, la communauté urbaine, comme je le dis, n'essaie pas d'intégrer les populations. Parce qu'il faut dire aux populations que c'est elles qui produisent les déchets, c'est elles qui en souffrent. C'est vrai que quelque part, elles expriment leur ras-le-bol en les jetant soit dans les caniveaux, soit dans la nature, comme ça, avec tout ce qu'il y a comme risque. Mais nous qui sommes militants écologiques, nous leur disons que non. Si vous exprimez votre acrimonie contre certaines personnalités, votre ras-le-bol, sachez qu'elles ont pu construire leur résilience face aux maladies comme le paludisme, la typhoïde, le choléra. Mais vous, c'est vous qui en souffrez. Si vous allez par exemple chez le ministre de la Santé aujourd'hui, vous ne trouverez pas les moustiquaires. Lui n'en a pas besoin et la maison est climatisée jusqu'au garage. Le garage reçoit même de l'air conditionné. Donc c'est vous, nous, c'est le langage que nous disons, que nous tenons aux populations. Donc moi je pense que la canne jusqu'à présent, si on se limitait, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, au stade, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il faut d'autres choses. Il faut les routes. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que Douala n'a pas de routes. Et le peu de routes qu'on a, ces routes-là sont assez dégradées. Donc il faut les aménager. Douala a d'autres problèmes d'éclairage public. C'est toute une nourrière de problèmes. Mais dans le timing actuel, on peut dire que ça avance quand même. Ça avance. C'est pour cela que moi j'ai tenu à bien écouter le ministre Koutes Ketia, qui a une autre façon de faire parce qu'elle n'est pas dirigiste. Elle adore l'approche participative, elle aime échanger avec les populations. Après, c'est là qu'elle a dit que non. Elle a demandé à tous ces entrepreneurs-là, faites un peu d'effort, allez vite pour qu'aujourd'hui, que les Camerounais ne soient pas encore être déçus pour cette fête-là. Bon, je pense que je ne voudrais pas... moi, je n'ai pas beaucoup apprécié la déclaration du ministre du Sport parce qu'il a été très, très péremptoire, tranché, c'est bon. Non. Il ne faut pas... Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mentir aux populations. Parce qu'elles voient, elles apprécient. Moi, je suis de Douala 3e. Moi, j'ai eu la chance, grâce au maire Job Komna, d'être à un moment donné un acteur dans la mise en œuvre des voies de contournement de ces stades-là. Moi, je peux aussi vous dire, à l'époque, que les travaux n'avançaient pas comme on aurait voulu. Mais aujourd'hui, quand même, je pense qu'avec le ministre de la Ville, je pense qu'avec le fait que les Camerounais doivent comprendre que c'est une fête qui doit être à la politique, j'espère que les choses vont avancer. Mais il faut qu'à savoir, il faut surtout que les populations adhèrent à cette fête-là. Parce qu'une fête sans population, c'est comme une Coupe du Monde sans le Brésil. Voilà. Vous également, vous allez dire un mot sur cette question, la CAN 2021. Finalement, on tient ce tour-ci le bon bout, comme on dit souvent chez nous. Après avoir raté le premier coaching, je pense qu'ils ont pris quand même, ils ont tiré un peu de leçons et que ça commence à bouger. Bon, maintenant, il faut que la pression reste la même. That's exactly right. You are correct. But I was really disappointed that the CAN had to be moved from Cameroon to host it this year. But when I actually look at the infrastructure where we are with it, which I'm okay with Mr. Didier, the organization of the African Nation Cup does not only limits on the stats. There are other things around it. We have the road infrastructure. The Douala-Yaoundé road is still uncompleted. We have hotels that we are supposed to host
the players. They are not completed. C'est peut-être le seul domaine, mine de rien, dans cette compétition qui est nettement avancé. Hein, l'hôtellerie, à ce niveau-là, je pense qu'on aura même un surnombre d'hôtels pour accueillir les personnes qui viendront au Cameroun, parce qu'au moins le secteur du tourisme, il est très bien lancé dans cette compétition. Exactly, which is what Cameroonians should instead bear on the saying that a disappointment is a blessing, and let us really take our time and prepare very well for the CAN, because if you look at the infrastructure, the only thing we're seeing on TV is only the stadiums, and I don't think that is the only aspect that, even though we realize it, well, we will still be capable of hosting it. What really matters more to me is the fact that the CAN have been moved. Why again is realizing those projects still an emergence so urgent, because when we make our project urgent, they become very costly for us. It's just simple. When you take your TV to a repairer and you ask him, il faut réparer ça aujourd'hui, j'ai envie de prendre ça demain, et ça va devenir cher. Il fallait donc à ce moment entrer sous le détail, rebudgétiser et voir que dans cette période, voilà ce qu'il faut faire. Quand ça reste encore urgent, comme on devait avoir ce CAN en 2019, dans le passé. Oui, on n'est pas, parce que le travail avance sous une pression comme on doit avoir cette CAN. En fait, on doit sortir de la pression. Il faudra à un moment donné qu'on prenne d'avance et qu'on le fasse un peu plus reposé. C'est pas mal pensé, hein, même si on a l'habitude de dire qu'au Cameroun, on aime bien vivre sous pression. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais on va souhaiter quand même, mine de rien, que ça se passe mieux et que finalement on ait cet événement. Non, bien sûr. Bien sûr. Bon, vous avez vu, quand le SDF... excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Parce que le SDF a lancé un mouvement, une grève, disons une marche. C'était la marche pour sanctionner ces fauteurs de troubles pour la CAN. Oui, c'est pourquoi vous n'êtes pas en prison. Oui, bon, on nous a quand même, on nous a séquestré pour quelques minutes, quelques heures. Quelques minutes. Non, quelques heures. Voilà, on a déclaré, nous avons déclaré, et nous avons pu manifester. Et on manifestait pourquoi? C'était pour, toujours pour cette CAN. L'un des grands aspects pour la manifestation, c'était pour sanctionner, pour demander au chef de l'État de sanctionner ces fauteurs de troubles. Vous voyez, ils sont toujours en train d'aller à leur rythme. Parce que s'il y avait vraiment un bon coup de fouet, c'est-à-dire l'épervier, je sais, on va en parler d'un moment à l'autre, si ça avait sillonné jusqu'à attraper un poussin, je crois que tout le reste serait en train de s'aligner, de travailler d'une manière non surveillée. Parce qu'ils font toujours comme si on doit les surveiller avant qu'ils travaillent. Vous prenez de l'argent à l'État, vous vous dites, vous allez travailler, vous donnez un échéancier, l'échéancier arrive, rien ne fait. Même les employés, ceux qui sont utilisés dans ces chantiers, c'est vraiment la misère la plus totale. À tous les niveaux, il y a les grèves, que ce soit à Emana ou un peu partout. Vous comprenez bien que ceux qui sont en charge de ces chantiers ne sont pas en train de faire correctement leur travail. Ils sont là rien que pour s'engraisser et s'en foutre de tout ce que les Camerounais diront. Donc si aujourd'hui même le ministre doit arriver pour fouetter, c'est comme vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui coûte pour la réception d'un stade? Si c'est déjà prêt, en 48 heures, on peut réceptionner un stade. Et d'où vient-il que les équipes de Douala doivent souffrir? Sortir d'ici pour aller ailleurs, alors qu'il y a des stades, il y a des infrastructures. Mais sauf que, Maître Payéré, le problème que vous soulevez avec les équipes qui doivent jouer dans ces stades, il faut savoir également que dans le fonctionnement logique, hein, ça, on rentre un peu dans le sport, mais vous avez l'opportunité de m'avoir également, et que c'est un domaine que je pratique également. Les équipes, dans le cadre d'une professionnalisation du métier, devraient avoir leur propre stade. Ils ne devraient pas attendre les stades venant de l'État pour pouvoir accueillir leur rencontre. Donc à partir de là, c'est une demande qu'ils effectuent, ce n'est pas une obligation. Donc on peut même réceptionner ces stades et ne pas les leur donner, puisqu'on est censé être professionnel désormais au Cameroun. Donc on ne peut pas leur faire un procès à ce niveau-là. Ce sont eux qui décident d'assister les équipes de Douala. Et pourvu donc que ces stades soient réceptionnés et que ces équipes posent la demande afin qu'on les rejette, nous ne sommes pas encore à la réception. Voilà. Alors, et là, même l'État, après tout l'État, même doit supporter et subventionner les équipes qui jouent.
Parce que tout ce qui se fait, c'est pour le plaisir des Camerounais. Quand l'État ne peut pas, l'État, normalement, de temps en temps, décaisser des millions et des millions. Nous attendons encore ce jour. Vous connaissez la bataille qui se mène entre certaines structures dans le pays relativement au football parce que les joueurs étant sous-payés ou non payés, il y a une misère. L'État doit toujours débloquer de l'argent pour assister. C'est une activité publique. Donc, même si l'État fait un stade, c'est pour que qui joue. On doit aller prendre les handballeurs pour venir jouer sur le stade de football. Ce sont les footballeurs. Mais nous faisons une demande et nous sommes sûrs que l'État ne peut pas refuser, ne peut pas rejeter à moins qu'il y ait surcharge dans ce stade. Donc nous disons que les choses avancent vite pour qu'on puisse avoir du bon football dans la ville, dans la cité de Douala. Je crois que c'est dans ce sens, des fois, que la question que je me pose souvent, c'est pourquoi à tout moment ça doit arriver avant que le gouvernement réagisse. Voilà. Il n'y a pas pourquoi on n'a pas un gouvernement proactif? On doit jouer, le gouvernement est au courant, tout peut être planifié avant le temps. Et quand il y a chaque glissement de date, comme on dit à nos jours, glissement de date. Le glissement de date, on aura là où la date, ça glisse, ça s'arrête, où ça tombe. Bon, c'est juste de ça, je me dis, en fait, à un moment, il faut reprogrammer. Il faut reprogrammer tout. Il faut reprogrammer le Cameroun. Il faut reprogrammer beaucoup de nos secteurs qui ne marchent pas. Il faut avoir cette pensée that we should be planning ahead of time, so that when we having difficulties, we can know way to correct them. It's really at times very a shame Une autre façon de voir. Moi, je pense que je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, parce que nous sommes avancés. Mais moi, je dirais que les constructions de ces stades-là auraient profité aux Camerounais si un temps soit peu, on avait appliqué le concept IMO, la haute intensité de la main-d'œuvre. Mais il se trouve que les Camerounais sont mis à côté. Ceux qui ont gagné les marchés, je ne sais pas, Maître est là peut-être pour nous dire quel est le type de contrat. Ils ont fait venir des préfabriqués en Europe, même les ouvriers. Moi, je prends le cas des Japoma. Vous trouvez même des trucs qui sont des ouvriers. Bon, je voudrais pas. J'espère qu'on peut tout faire pour corriger cela et rendre cette fête vraiment populaire, parce qu'on sait que beaucoup de Camerounais, des hommes d'affaires camerounais, à cause de ce glissement de la date, là, ont perdu beaucoup d'argent au niveau de la fabrication des gadgets, parce qu'on savait que ça devait se dérouler en 2019. Après, il faut refaire les dates. C'est beaucoup d'argent. Mais ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui, il faut décentraliser la gestion de la CAN. Il ne faut pas que ce soit une affaire d'un petit groupe là-bas logé à Yaoundé, comme si la CAN appartenait à un groupe. Non, il faut que tout le monde se sente à l'aise, impliqué. S'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont qu'à aller demander à Bambouto Football Club comment on mobilise, parce que ça c'est le club, c'est connu, qui mobilise. Voilà, ils n'ont qu'à aller à bout de demander comment on mobilise les spectateurs. Sinon, moi j'ai peur que nous passions peut-être à côté. En attendant donc d'avoir la suite logique, c'était que le zapping cet après-midi, on a fait un petit clin d'œil à ces chantiers. Je pense quand même que communément, on reste sur un principe. Après le glissement de 2019 à 2021, on ne voudrait plus glisser pour se retrouver à X date. Alors, on va appeler tout le monde à un peu plus de patriotisme pour que tout cela se passe très très bien et qu'aujourd'hui, on soit fond prêt et surtout que ce soit la fête de tous les Camerounais. C'est hyper important de mêler tout le monde. Parlant justement de mobilisation, on l'a ressenti ces derniers jours autour de la première dame du Cameroun. On va avancer dans cette émission. On reviendra sur vos SMS juste après cette thématique pour rendre public vos réactions par rapport au premier sujet. Le Cameroun a été un tout petit peu surpris en début de semaine dans le journal Jeune Afrique, l'apparition du 17 au 23, parce que ça sort par semaine de façon hebdomadaire. Le journal international donc de notre armée, Marwan Béchir Ben Yamed, qui est sur la sellette cet après-midi, a choisi ses pages 22 et 23 pour les consacrer à la première dame du Cameroun. Et bien sûr, un document qui a un tout petit peu déclenché les susceptibilités des Camerounais qui ont
réagit promptement à ce document où, pour citer le journal, la première dame à l'ombre de son époux depuis plusieurs années développe avec méthode ses réseaux d'influence, nomination, disgrâce, promotion, limogeage, du palais d'Etoudi au gala de charité. Ils ont donc mené une enquête sur la première dame, redoutée et trop longtemps sous-estimée au Cameroun. D'après le journal, pendant très longtemps, on a négligé Chantal Biya, et pourtant c'est elle qui apparemment tiendrait les ficelles du palais d'Etoudi en ce moment. Beaucoup de réactions quand même par rapport à cette sortie, Monsieur DJ Yimkwa. C'est vrai que j'ai eu du mal au départ à comprendre pourquoi tout le monde a saisi ce document qui, pour moi, en fond de compte, n'est pas si violent que ça. Oui, mais il est très sérieux parce que il faut le placer dans un contexte. D'accord. Il faut savoir que nous sommes dans un contexte de la bataille pour l'alternance 2025. Et j'ai eu la chance de lire une réflexion assez soutenue d'un chercheur camerounais, un historien au nom d'Alphonse Zozime Tamenkenta. Dans ses réflexions, il parle des 7 piliers de la présence de Paul Biya. En dehors de ça, il parle aussi des 4 scénarios, ou bien des 4 scénarios, des mécanismes de dévolution de pouvoir. J'en citerai seulement 2. Le premier scénario, évidemment, c'est la dévolution monarchique. C'est-à-dire, après le président Biya, ça peut être l'épouse ou le fils. Le deuxième scénario, je vais vous dire pourquoi je fais intervenir Tamenkenta ici. Le deuxième scénario, c'est le dauphinat. Et voyez-vous, à une certaine époque, le même journal, Jeune Afrique, avait fait paraître 2 numéros sur 2 dauphins putatifs à l'époque. M. Laurent Isso et René Sadi. Donc moi je pense que Jeune Afrique est dans une démarche assez sérieuse, qui ne dit pas son mot. Vous savez, comme disait Patrick Charodot, un spécialiste d'analyse des discours politiques, que les journalistes sont des manipulateurs manipulés. Ouais. Vous comprenez? Et Tchakoutine parle du viol de la foudre par la propagande. Tchakoutine parle du viol de la foudre par la propagande. Nous sommes là dans la communication politique. Donc, ce monsieur, c'est-à-dire l'actuel directeur, il ne sait pas si c'est directeur de rédaction. C'est le directeur de publication. Est dans la bataille pour l'alternance. Donc, ce n'est pas quelque chose de banal. Comme en fait, d'après vous, il serait devenu une presse à gage. Peut-être pas presse à gage. J'ai parlé tout à l'heure de Patrick Charodot qui parle de manipulateur manipulé. J'ai parlé de Tchakoutine qui parle de viol de la foudre par la propagande. Il est dans la propagande, exactement. Mais ce qui a réveillé un peu mon attention, c'est la sortie du professeur Famen Ndongo. Les 10 pièges à éviter pour ne pas être hors jeu. Dans le 9e, son 9e, voilà les 10 raisons qu'il faut éviter pour ne pas être hors jeu. C'est dans Cameroun Tribune de vendredi. Dans la 9e raison, qu'est-ce qu'il dit? Si tu me permets, si vous permettez. Bien sûr, bien sûr. Il dit, le professeur Famen Ndongo, qui est un spécialiste de la sémiologie des mots, des points. Et il est en même temps secrétaire, membre du bureau politique et secrétaire national de la communication. Donc, il faut le prendre au sérieux. C'est un oligarque du parti. Écoute ce qu'il dit dans sa 9e raison. Tel est le credo du chef de l'État, son excellence Paul Biya, tel est aussi subséquemment celui de Mme Chantal Biya, qui exécute la politique sociale et humanitaire de son illustre épouse. Qui exécute? D'abord, de son illustre épouse. Subséquemment, c'est un adjectif qui dit qui suit. Donc, M. Famen Ndongo place Mme Chantal Biya après le président de la République. Or, dans la Constitution est claire. Le président de la République élabore les politiques sectorielles, le gouvernement exécute. Quelqu'un qui maîtrise, maître, les mots, qui maîtrise les signes. Tout à fait. Regardez ce qu'il écrit. Subséquemment. Subséquemment. C'est-à-dire qu'il place la première dame avant le gouvernement. Tout à fait. C'est dans
La 9e raison qu'il faut éviter pour ne pas être hors jeu. Vous comprenez donc que lorsque vous êtes en face de ce genre d'écriture, c'est toujours lui qui parle du contexte, du texte, paratexte, prétexte. Il faut faire attention, vous comprenez. Est-ce qu'il ne donne pas là de la graine à moudre à Jeune Afrique qui veut montrer que nous sommes là dans un mécanisme de dévolution de pouvoir, dans un mécanisme monarchique de dévolution de pouvoir? Je me pose la question. Mais quand même, c'est pas nouveau, hein, même dans le fonctionnement africain, d'avoir une épouse qui soutient son époux dans ses initiatives. Ça ne fait pas pour autant, elle n'existe nulle part dans l'organigramme bien détaillé de la présidence de la République au Cameroun. Comment comprendre qu'elle fasse l'objet d'une telle concentration au point de lui accorder 4 pages dans un journal où on essaye à tous les niveaux de vouloir démontrer en fait qu'elle dirige. On a eu cette machination qui s'est réalisée au Burkina Faso, si j'ai bonne mémoire, avec l'ancien président, qui finalement, ça s'est terminé presque en drame. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut également créer au Cameroun? Pas tout à fait normal de dire cela. Tout homme marié connaît qu'il y a le moment que les femmes font en sorte qu'ils changent leur opinion. Et si on dit que la nuit porte conseil ou que derrière un homme succès, il y a une grande femme. Il y a une grande femme. Et je crois que ce n'est pas aussi la première fois qu'on parle de la première dame. C'est là quand le ministre Ababa de Finances, quelque chose de décaissement de l'argent, a remis. Tout ça, on peut dire que c'est dans les soupçons, mais dans une soupçon, il y a toujours quelques gouttes de vérité. Et c'est juste de ce sens que je me disais que oui, il peut arriver des fois que son mari rentre le soir, il lui pose des questions et dit hey, comme tu vois là, si ça te dérange, voilà ma façon de voir. De voir, exactement. Voilà. C'est tout à fait normal, mais c'est juste qu'il faut que ça entre dans le sens de favoritisme. C'est là où les Camerounais doivent avoir des problèmes. Parce que si tous ces conseils qui est dit, ça amène le pays à développer, il n'y a pas de problème. C'est juste que des fois, on voit donc cette soupçon et cette pensée, et quand on voit tout ça, on voit qu'il y a un mode de favoritisme qui est dedans. Et c'est pour cela qu'on voit donc quel est sa rôle, mais c'est tout à fait normal qu'une femme qui aime son mari, qui réussit dans les affaires, doit aussi donner la proposition. Mais comment ça sort aussi que quelqu'un écrit dans un journal, ça m'a aussi... C'est un peu excessif quand même. Exactement. Et aussi, comme tu as dit, les sorties du ministre même de la communication, pour parler sur ça... L'enseignement supérieur. supérieur. Oui, merci. Pour parler sur ça, it was really that why are they so concerned? They could have just like let it go. Hey, someone is giving his opinion. No matter how we say it's a propaganda or this or that, there is no need to really say the story is not true or right. We all know that women help. I'm a married man. I take certain decisions thanks to my wife. Et en plus, chez nous, en Afrique, on a l'habitude de dire que quand un homme réussit, on accuse sa femme, et quand un homme échoue également, on dit que sa famille est pour beaucoup. Donc pourquoi est-ce que le cas de la première dame, le chef de l'État, ne devrait pas également jouir d'avoir une épouse, et en plus, maître, oui. Si je suis mariée à quelqu'un qui peut réussir à matérialiser quelques-uns de mes rêves, pourquoi ça devait faire un procès? Oui, on sait bien que la femme, c'est même la conseillère, l'une des meilleures conseillères du mari, de l'époux. Mais dans le cas camerounais, si ça suscite assez de remous, pour moi, je ne fais pas un procès de Jeune Afrique. Jeune Afrique, un journaliste a pu analyser quelque chose, une situation, et ce sont les vérités de la palisse, comme on peut le dire. Parce que quand j'ai lu le contenu de son article, c'est point par point ce qui se passe. Donc il ne faut pas exagérer quand même. Il va jusqu'à dire quel est le baromètre infaillible des grâces et des disgrâces au sommet de l'État. Mais attends, tu ne peux pas dire que c'est léger, que c'est son point de vue. Vous avez suivi même l'un des conseillers, l'un des proches du président de la République,
Oui. Le professeur Famé Ndongo. L'article 9 que Didier a donné tout à l'heure, ça veut tout dire. Si vous êtes dans l'axe, dans l'angle mauvais, il faut bien vous mettre de côté. Et ce qui se passe, même si ce journal attire l'attention, il y a un problème maintenant au Cameroun de repli identitaire. C'est un problème qui nous dérange dans ce pays et apprenons à dire on ne doit pas faire ce favoritisme parce qu'on replie dans sa région. Quand vous observez bien, quand ils analysent, quand ces journalistes, ce sont des gens qui cherchent, vous le savez vous-même, vous ne pouvez pas faire une émission sans faire de recherche. C'est clair. Alors, eux-mêmes, avant de faire un article pareil, ils font des recherches approfondies. Je sais aussi qu'il y a d'autres qui ne font aucune recherche. Bon, bien sûr, il y a plusieurs types de journalistes. Voilà, donc tu ne peux pas prendre l'appui sur moi pour faire valider, parce qu'il y a également ceux qui ne font pas comme moi. Il y en a qui ne font pas bien. Ouais. Et je vais donc dire, là, cet article parle de... C'est normal que la femme du chef de l'État puisse de temps en temps être regardante. Mais c'est seulement dans le cas où elle est trop regardante, au point d'influencer sur le chef de l'État. Parce que là, quand c'est là, elle peut se tromper. Mais comment on peut l'affirmer avec autant de certitude? À quelle occasion on a filmé ou on l'a trouvé? Vous savez, on dit souvent qu'il faut avoir des preuves pour pouvoir... Non, les preuves, il y a les preuves. Les preuves même sont visibles. Il n'y a qu'à voir. Nous sortons tout à l'heure de... On a briefé un peu la CAN. Je crois que tous les Camerounais, vous savez qui est à l'origine de l'échec de cette CAN. Non, tu vas me dire peut-être. Hein. Comment? Le SG. Le SG de la présidence, n'est-il pas? Ferdinand? Non, le SG. Ngongo, oui, bien sûr. Ferdinand n'est-il pas? Non, alors, à ce niveau, et quand on parle... Non, non, ça c'est les Camerounais le savent. Non. C'est pas que ça nous engage. Ça, c'est une évidence. Tu es d'accord avec toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, oui. Ce qui se passe, c'est tel que, quand cette canne passe, le chef de l'État est vraiment dans la colère noire. Mais on s'attendait peut-être, comme je disais, qu'on devait flageller. On n'a pas flagellé, mais plutôt, on a fait une promotion. Et les Camerounais, le commun des Camerounais, se dit, au lieu d'une sanction, c'est plutôt une promotion. Et c'est surtout pourquoi l'entourage de la première dame. On n'a pas pu peut-être... Avant de vous laisser continuer. Quels sont les critères qui vous poussent à penser que Ferdinand Ngongo serait à l'origine de la perte de la CAN? Est-ce que ce n'est pas aussi un procès à tête chercheuse parce que peut-être sa présence là-bas empêche certaines choses qui existaient avant? Non, mais... Simple question. Hein? Simple question. Ben, je n'ai pas fait les recherches dans les coulisses de la présidence, mais ce qui est là, le commun de mortels sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le monde pour dire le jour dit. Qui disait le jour dit et tous ces gens-là? On a pu sanctionner qui? Quand le SDF lève la tête pour dire qu'il faut flageller, on a flagellé qui? Et quand on regarde bien ceux qu'on ne flagelle pas, ça tourne toujours dans une région. C'est pourquoi quand Jeune Afrique essaie d'extirper cet aspect, c'est pour démontrer que quelque part, ou c'est le népotisme ou le favorisme, et c'est ça que nous cherchons à combattre au Cameroun. Quand on essaie de sanctionner là où il faut sanctionner, qu'on ne fait pas de protéger parce que c'est un des miens. Il faut évoluer. Ça, oui, moi je pense que nous sommes ici, nous faisons des analyses politiques et même politologiques basées sur des faits que nous voyons. Vous savez, Madame Chantal Biya fascine, ne laisse personne indifférent. Elle est hyper active. Synergie africaine, CERAC, Centre Mère Enfant, je crois la dernière actualité, c'est cette femme de 60 ans qui venait d'accoucher, École des champions, qui profite à tout le monde. Mais ce document, comme je disais tout à l'heure, que Charodo dit que, Patrice Charodo, ce fameux analyste des discours politiques, qui dit que les journalistes, vous êtes des manipulateurs manipulés, il n'est pas aussi exclu que ce soit, que ça vienne peut-être d'un temps, que ce soit le résultat de la bataille des réseaux. Parce qu'il ne faut pas, madame, toute analyse politique, politologique, qui sort du cadre de la bataille de 2025, vous courez vers l'échec. Il faut rester dans ce contexte. Donc, il n'est pas exclu. On connaît Jeune Afrique que d'aucuns ont le plaisir d'appeler Jeune Afrique.
Vous comprenez? Et lorsque vous suivez même la réaction de son directeur des relations, François Soudan, il prend en contre-pied M. Dougali, il démontre que non, le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais ce qu'on lit là-bas, nous tous nous lisons, nous savons lire, nous avons appris à lire. Je parlais tout à l'heure du contexte du paratexte. On sait, lorsque vous lisez un texte, vous savez, même si vous êtes neutre, vous savez où ça peut vous conduire. Non, ça peut être aussi une commande des adversaires de Mme Chantal Biya. Rien n'est à exclure, parce qu'on sait très bien qu'elle reste, elle demeure le dernier pilier, le dernier socle granitique. Moi, je prête ces mots-là au président national du FSNC, sur lequel le président Biya peut s'appuyer, qu'il peut utiliser comme une rampe pour se projeter de l'avant. Donc, il n'est pas exclu, parce que lorsqu'on est dans le champ politique, tout est possible. Tout est possible. Donc, moi, je pense que si peut-être le secrétaire général adjoint du RDPC, M. Grégoire Ona, n'avait pas réagi, et celui-ci est venu mettre du sel et du cube magique, c'est-à-dire le professeur Famen Dongo, peut-être ce test serait passé inaperçu, parce qu'il faut avoir quand même à manger pour s'acheter peut-être un numéro de Jeune Afrique, ou bien pour avoir de la connexion, aller lire sur les réseaux sociaux. Mais eux, ils ont amplifié. Bon, pourquoi ils ont amplifié? Ça aussi, c'est une question. C'est des questionnements. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi ils ont amplifié? Alors que le tweet même de madame ne fait pas... Madame a tweeté, hein? Ça ne fait pas... Quand vous comptez les mots, ça ne fait pas... C'est un peu de mots, hein? Voilà, appeler justement à aller se glisser un tout petit peu ce qui se passait. Yeah, we can only assume in this kind of a context, because you cannot think of nothing. You can think of something that have happened or something that will happen. And I want to come with some points from Maitre Paul, that one of the problem our government lack is the problem of accountability. If at any point in time the government can be able to be the first person to come out and let Cameroonians know that, hey, look, this is how this is going on. We are unable to do this because of that. I think it will go a long way and put away assumptions, because when we assume, it goes round and round, and we turn to believe that is the reality. We also have the case of even our head of state, Mr. Biya, that his choice by our late president Ahijo, that he wasn't the choice of the wife. It also came out like that. It was written in an article. But since things are not moving, since Cameroon, things are not going in the right direction, negative thoughts comes in. And in the case of Chantal Biya now, we now look at it like, hey, what is happening? Is she really influential? And I think the backbone of seeing that if she is influential or not is the fact that one tribe is highly represented in the government than others, and yet we're talking of regional balance. And it is in those aspects that you turn to, hey, maybe she is the one behind all this. But if you go down to memory lane, you also realize that in the late 1989, most senior divisional officers in Cameroon, out of 43, 39 were from one tribe. Yes. So it's not, and there is the reason why when the political party in power brought the idea of decentralization, the first aspect they took was political decentralization, because decentralization is in three aspects. You have political, administrative, and fiscal. The reason they took political decentralization first was to crack down this problem of one tribe highly represented in a government than the others. So it is in that point of view, but I would still say la nuit porte conseil. Si le Cameroun a plutôt eu un mauvais conseil dans la nuit, c'est
ça peut changer et Ben on voilà. peut reprogrammer. D'accord. Donc l'idée ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? On tourne la page et ce qui m'amuse en fait, il dit qu'on a trop longtemps sous-estimé Chantal Biya, comme pour mettre, pour braquer on l'a un jamais tout petit sous-estimé. peu. En fait, c'est ce qu'il écrit. Ce n'est pas qu'on l'a sous-estimée. C'est une bonne dame qui a bien tourné à l'ombre de son mari. Elle a ces structures qu'elle a pu mettre sur pied, des structures qui sauvent les gens. Mais c'est à un certain moment, si même les Camerounais s'interrogent, c'est la mauvaise santé du pays à l'heure actuelle. Quand le pays ne se porte pas bien, comme on dit bien, la femme, c'est l'une des meilleures conseillères du mari. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Nous allons tomber tout à l'heure dans le bouillon, nos eaux, la crise anglophone. On se dit, si elle peut bien faire des trucs pareils, est-ce qu'elle a pu dire au mari le langage, le dialogue inclusif que nous demandons à tue-tête depuis, qu'est-ce qu'elle a pu dire à son époux pour qu'il puisse voir comment, parce que toutes les stratégies menées de part et d'autre, c'est voué presque à l'échec. On continue et on perd assez de gens. Les Camerounais s'interrogent. Si elle peut donner de bons conseils, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à tout ce que nous vivons actuellement au Cameroun? Donc, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, je ne veux pas faire le procès du journal Jeune Afrique. C'est plutôt Jeune Afrique qui analyse, même si, comme disait Didier, c'est possible qu'un camp adverse, parce que c'est la bataille politique, à l'heure actuelle, on joue avec tout ce qu'on peut jouer. Si je peux porter même ton enfant pour démontrer que c'est le voleur de la République, et si ça peut porter un coup pour que j'inverse la tendance, c'est autant de choses. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est ça que j'allais même jusqu'à dire. Avec tout ce qui se passe avec les replis identitaires, nous les Camerounais, nous essayons de combattre tout cela. Qu'on essaie de voir les choses objectivement qui méritent passe. Pas parce que j'ai un frère, je suis peut-être Bamileke ou je suis anglophone ou je suis qui. Si j'ai un anglophone, je dois être forcément non. Essayons de détruire ça dans nos têtes pour évoluer. Donc, si Jeune Afrique a pu parler, je crois que c'est leur manière d'analyser. Ils ont dit des vérités. Aussi peut-être monter. Ils ont aussi d'autres. Oui, bon. Et ils ont zoomé, comme certains le disent. Peut-être on a zoomé certains aspects, mais certains aspects sont restés intacts. Donc vraiment, la bonne dame, je crois, nous parlons, nous suit, qu'elle conseille bien le père pour qu'on évolue. Voilà. Tu partages cet avis? Ah, je partage son avis et j'ajoute sur cela en disant aussi que c'est la manière que notre gouvernement est formé. Si les nominations, comme souvent et strictement qu'on dit, le président nomme le premier ministre et le ministre lui-même forme son cabinet, on ne va pas entendre le nom du premier dans ces histoires-là dedans. Comme on est toutes viennent signées par le président, on se rend compte que le président est trop surchargé et dans ce sens, sa femme est son premier assistant. C'est pas aussi un tout petit peu fantasmé que de s'attendre à obtenir ce que vous souhaitez là, qu'ils ne disent plus jamais rien et que le Premier ministre décide de tout? Personne dans le monde ne fait ça totalement. Mais non, vous savez, Chantal Biya, Madame Chantal Biya, qu'elle m'en excuse, a quand même fait l'objet d'un colloque dans une grande université. Bon, c'était aussi une façon de reconnaître ses activités. Parce que tout à l'heure, voilà son dynamisme. Tout à l'heure, je disais qu'elle est très hyperactive. Vous savez, faire venir comme ça le professeur Montagnier, le professeur Gallo des États-Unis, c'est une grande sommité scientifique qui ont pu isoler le virus du sida. Il faut se lever un grand matin. Donc il faut dire que Mme Chantal, même sur le plan diplomatique, vous comprenez, apporte beaucoup de choses au Cameroun. Et même, elle apporte même à son mari, vous comprenez. Même pendant les élections de 2018, moi j'ai lu une analyse où les gens disaient que même par rapport à cette dame-là, parce que dans les hôpitaux, ou même les écoles, on ne discrimine pas, que c'est le RDPC, le FSNC, le RDF. Non, elle le fait, elle est dans le social, c'est pour tout le monde. Et puis, l'élément central, qui est son mari, en profite. Cela va de soi. Vous ne pouvez pas empêcher d'avoir une femme qui est très, très dynamique. Donc moi, je dis que lorsque vous lisez, je demande à tous les Camerounais d'acheter Cameroun Tribune de vendredi et lire profondément les 10 raisons, les 9 raisons qu'il faut éviter
d'être hors sujet, de monsieur le professeur Fama Ndongo. Ce test est très très profond. Très très profond. Dans ce test, la 7e raison, il fait allusion à ce conflit de Boulou. C'est-à-dire Betty, Fan Betty, Nanga. Il fait allusion à ça, il fait allusion au programme américain, au repli identitaire. Pour chuter, personnellement, moi je pense que le tribalisme, s'il n'est pas un faux problème, c'est un problème périphérique, juste pour étouffer des vrais problèmes. Ouais. Là, au moins, on va être d'accord. Hein. Le tribalisme, pour moi, ça reste un sujet qui n'en est pas un. C'est peut-être pourquoi j'ai toujours tendance à ne pas le programmer dans ce programme, puisque je reste sur le principe de que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a découvert qu'on avait 230 langues au Cameroun. Donc, on côtoyait, on épousait les gens d'ailleurs. Je pense que la politique, il voudrait appuyer sur ce levier-là pour pouvoir se faire quelques voix. J'éviterai de la servir de marchepied pour aller de l'avant avec cette actualité. On va prendre une transition et on va s'intéresser à la suite de ce programme à l'opération Épervier qui fait également couler beaucoup d'encre et de salive. Edgar Alain Mebingo, son épouse et deux de ses collaborateurs au tribunal criminel spécial au Cameroun, pendant qu'on annonce également du côté de la Léquier l'arrestation d'un sous-préfet et un maire, toujours dans le cadre de l'opération Épervier. Vous le disiez tout à l'heure, maître, est-ce que finalement le rapace n'atteint pas le niveau que vous vouliez voir au Cameroun? Hein, ça fait plusieurs années déjà que dure cette opération Épervier qui a été taxée à un moment donné d'être un mouvement à tête chercheuse parce que il fallait attendre parfois très longtemps pour qu'un procès vienne s'ouvrir sur une personnalité, le cas de Mebingo, qui aura traversé cette fonction depuis plusieurs années déjà et qui doit aller répondre des faits qui lui sont reprochés, qui datent de Mathusalem. Est-ce que ce n'est pas un véritable problème au véritable envol de cette opération Épervier? Parce que je finis par avoir la sensation que le rapace, il vole plutôt bas. Tout à fait. Et on dirait que le rapace est fatigué. Parce que là, à l'allure où les choses allaient au début, les gens ne traînaient pas dehors comme ça se fait aujourd'hui. Dès lors que quelqu'un quittait pour aller, il disait bye bye à sa famille. Il n'allait pas pour revenir. Et vous voyez déjà combien de fois Mebingo part et revient. Or, ce qui se passe autour de lui, ce qu'on dit autour de lui, c'est très grave. C'est plus grave même que pour certains qui sont dedans depuis longtemps. Et c'est là où je donne un peu la raison pour certains qui disent que cette opération, parfois, agit à tête chercheuse. Parce que c'était d'abord, à un certain moment, comme s'il fallait éliminer certains adversaires politiques ou certains concurrents politiques. Donc, il fallait prendre certains, les affaiblir, les envoyer là. C'est pourquoi, aujourd'hui, on parle de tout un gouvernement à Kondengi. Bon, vous voyez, même tout dernièrement, je parlais avec regret. Si l'opposition entrait, ça veut dire que Kondengi a en même temps le parti au pouvoir et le parti d'opposition, ce qui est regrettable. C'est donc quelque chose que nous analysons. Donc, simple question, regrettable pourquoi? Il fallait savoir qui est le parti au pouvoir? Non, non, je ne dis pas qu'il fallait automatiquement qui est le parti au pouvoir. Ah, d'accord. Je dis seulement qu'il faudrait bien tamiser. Parce que sur le plan politique, je vois qu'il fallait encore un peu mieux réfléchir avant d'embastiller ces gens de l'opposition qui ont manifesté pour dénoncer quelque chose. Il faut bien tamiser. Quelque chose qui pour vous... je sais, il y a des choses qui se sont... C'est comme, bon, je ne peux pas préjuger. Les enquêtes sont en train de se mener. Mais tu peux quand même dire qu'on ne devrait pas. Bon, on devait peut-être réfléchir encore plus mûrement. On peut savoir comment prendre des gens et les laisser encore en leur donnant, faire signer des engagements. Ça ne serait pas les encourager finalement à continuer aussi? C'est aussi une façon de détendre l'atmosphère. La détente peut être par là. J'ai fait juste un glissement, Rosalie, pour tomber sur l'opposition. Le cas est un peu plus spécial. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, quand nous voyons, on dit que le rapace vole bas. Parce que le rapace n'arrive pas, ou bien les cerfs sont... On a peut-être coupé les cerfs. Parce qu'il n'arrête plus comme il arrêtait avant. Avant, presque comme je le disais tantôt, moindre, quand on allait jusqu'au TCS, c'était le babaï. Quand on entre déjà dans l'enceinte, on sait on doit sortir avec un mandat de dépôt. Mais aujourd'hui,
Les gens s'en vont et reviennent. Peut-être, ou bien c'est un cas spécial. C'est ce cas qu'on s'interroge. D'où vient-il qu'on lui donne autant de charges et chaque fois qu'il arrive, il rentre avec l'épouse et tout. Donc vraiment, ça amène à s'interroger. Donc pour vous, il devrait déjà être en arrêt. Et normalement, les tout premiers allaient, ils seraient déjà depuis 2 semaines ou 3 semaines. I don't think so, and this aspect of the fight against fraud and corruption falls exactly in my field of domain. More often, we think that it is justement, easy. Étant comptable, c'est pas facile de toucher de l'argent sans avoir envie de mettre un pied dans votre poche. C'est ça. Non, non. La profession ne permet pas de faire cela. Mais ce que je dis souvent est que c'est pas facile d'arrêter quelqu'un facilement dans le sens de la gestion financière. Et certains qui gèrent certains projets, on n'arrête pas facilement parce que c'est trop. There is a lot in it. You need to be very careful. Because one thing you can even see, like today, how money, l'argent se transforme facilement. And some of these people, they arrest them, not directly on what they did, but at the end of it, you realize his lifestyle. Comment, if sa vie, his properties were like, you suspect, and then from there you dig down. If you take monies today, money gets transferred very easily. We have cryptocurrency, Bitcoin. Il s'agit juste que tu prends l'argent et ça ne passe même pas par la banque, c'est transformé en Bitcoins. Tu as en caisse en Afrique du Sud, elle met ça dans un compte bancaire, elle envoie ça en Chine. Son ami encaisse en Chine, elle achète un conteneur de produits, elle renvoie au Cameroun, cet argent revient au Cameroun à un produit vendu. Et pour faire la trace de ça et voir quelqu'un qui est coupable derrière ça, c'est un peu difficile. Mais mon souci, des fois, est pourquoi Opération EPV ne peut pas plutôt prendre une autre dimension, la dimension de prévention. Pourquoi en tant qu'on vole avant qu'on attrape, on dit, parce que je peux vous dire... Monsieur Kevin, est-ce qu'on nomme quelqu'un en s'attendant à ce qu'il vole? Je pense que quand on est juste ça. Et pourquoi on ne va pas mettre directement les mesures pour qu'il ne vole pas. C'est là où j'en venais. Mais pourquoi donc il y a derrière cette opération, depuis il y a la lutte contre la fraude et corruption, et les nouveaux gens qui entrent pour diriger, ils se tombent dedans. Ils continuent. C'est de là où je venais en disant que la meilleure façon, c'est d'éviter de cela. Parce que pour récupérer cet argent, c'est plus difficile que d'arrêter. Ok, tu vas nous proposer sûrement des idées pour stopper. C'est quand même ton domaine. Si tu as pu faire un tel traçage de détournement, ça veut dire que tu peux nous montrer comment stopper l'hémorragie un peu en amont. Il faut qu'on évite un peu la politique politicienne. Je crois qu'il faut saluer le président Biya. Parce que mettre autant de personnes, des hautes personnalités, comme il a fait en prison, il faut être pour Biya. Je ne sais pas s'il y a un pays ici au monde où on ne vole pas, où on ne corrompt pas. Et puis, l'épervier n'est pas... Vous avez dit que quoi? Que l'épervier... Non. Il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées tous les jours. Mais comme ces personnes ne sont pas des grandes personnalités... On n'en parle pas. On n'en parle pas, vous comprenez. La presse qui veut faire du buzz... Même que le sensationnel. Et puis, je parle ici sous le contrôle d'un juriste, jusqu'à ce que vous soyez inculpé, vous bénéficiez encore de la présomption d'innocence. Il ne faut pas qu'on transforme ça en présomption de culpabilité. Non, nous sommes dans un pays de droit. Voyez-vous, les Camerounais sont très versatiles. Il y a un moment ici, on nous a fait dire, on disait que non, on a arrêté les gens avant d'aller fabriquer les charges contre eux. Aujourd'hui, la justice, dont le temps n'est pas celui du journaliste ou bien du peuple,
prend tout son temps pour trouver des chars. On trouve que l'oiseau a des serres affaiblies. Je ne pense pas. Voyez-vous, l'opération Épervier est un engagement électoral du président Biya. Avant 2011, lors du congrès, je crois que c'était le dernier congrès extraordinaire, parce que le congrès extraordinaire a un seul point à l'ordre du jour, la candidature du président de la République. Un seul point à l'ordre du jour. Il a fait son discours de politique générale dans lequel il a dit « Les criminels en col blanc rendront gorge ». Nous étions en 2011, ça fait 7 ans. Mais ils rendent gorge. Dites-moi, monsieur, tous ceux qui sont en prison là, dites-moi si à un moment donné de leur carrière, ils n'ont pas eu à gérer les fonds publics. Dites-moi. C'est une vérité. C'est une vérité. Moi, je suis surpris d'entendre qu'il n'y a que les bêtises qu'on arrête. Mais on arrête les gens qui ont été directeurs et ministres. S'ils avaient été bêtises et qu'ils ont géré, et qu'ils sont reconnus de la faute de, je ne sais pas comment vous appelez ça, ils doivent rendre gorge. C'est un engagement politique. C'est un engagement électoral. Je suis tout à fait d'accord que ces adversaires trouvent voilà, ils veulent couper la tête de ces, ils veulent couper la tête de ses adversaires. Mais on sait comment fonctionne le RDPC. On connaît les textes organiques du RDPC. On sait que dans le RDPC, le candidat, c'est vrai que le candidat naturel n'est pas dans leur texte organique, mais on sait que le candidat à une élection présidentielle dans le RDPC, c'est le président national du parti. Exactement. Donc dire qu'il coupe la tête de ses adversaires, moi je pense que c'est tirer un peu sur les cheveux. Vous comprenez? Parce que les textes sont clairs dans le RDPC. Si vous n'êtes pas président national du RDPC, vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle. Sauf si vous passez par une autre voie qui, là, n'est pas institutionnelle, n'est pas légale, ou bien sort du texte. Et là, vous n'êtes plus du RDPC. Donc moi, je pense que il faut laisser Épervier faire son travail et souhaiter que tous ceux qui ont été pris dans ces serres bénéficient d'un procès équitable. Oui, d'accord. Justement, maître, vous étiez en train de relever le fait qu'il fallait peut-être que cet Épervier aille encore plus bas pour pouvoir attraper les gens au plus bas niveau, que ça allait également aider à ce que ce soit stoppé. On a le cas de Kaïgama, le sous-préfet de Lobon, entre 2011 et 2017. Le maire et plusieurs chefs de village qui ont passé depuis hier leur première nuit au tribunal criminel spécial également, dans le cadre des problèmes qui concernent l'agriculture et le cadastre. C'est pour dire peut-être, comme il le disait Didier Imkwa il y a quelques minutes, qu'il y a également des personnalités moins importantes que celles comme Edgar Alain Mebengo, qui pourtant sont également dans les collimateurs et font les frais de ce rapace, mais dont on ne parle pas beaucoup. Oui, tout à fait. Il y a toujours, est-ce qu'on doit parler peut-être d'un maître Païré pourquoi pas à côté du bâtonnier, le bâtonnier qui est un peu, tu couvres l'ordre. Païré est un peu en dessous. Si on arrête le bâtonnier, ça va sonner plus. Païré, ça va sonner moins. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a des petits bandits, pas de petits bandits, parce qu'en matière de détournement de deniers publics, il n'y a pas de grands bandits ni de petits bandits. Ce n'est que la personnalité qui fait la différence. C'est que comme ceux-là étant déjà placés haut, se sont montrés à tous les Camerounais. C'est pourquoi le plus dernier des Camerounais cherchait à savoir que fait-on d'Alain Mebengo, comment est-ce qu'il traîne depuis près d'un an aujourd'hui, et tout ça. Bon, il y a plein de gens qui comprennent le rapace est en train de faire, mais tout ce qu'on se pose, aussi je me pose la question, qu'est-ce que nous attendons? Les retombées. C'est ça surtout, parce que l'État met même beaucoup de moyens pour toutes ces procédures. Nous sortons beaucoup d'argent. Oh, ils ont déjà détourné. Parce que parfois, pour aller faire les enquêtes dans les banques à l'extérieur et partout, c'est beaucoup d'argent. Faire la traçabilité du parcours pris par l'agent, c'est compliqué. Oui, que c'est compliqué comme Monsieur Kevin disait tout à l'heure. Ça peut aller. Et pour alors enquêter, il faut des fins limières pour savoir que ça s'est passé comme ça. Et cela, ça nécessite beaucoup d'argent. En contrepartie, l'État reçoit quoi? Nous continuons à perdre de long à large. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, tu nous proposes d'abord ce que
tu appelles reprogrammation dans ce secteur d'activité. On fait comment pour stopper l'hémorragie? Parce que tu proposais tout à l'heure que ce soit en amont, que ce soit stoppé, qu'on ne leur laisse même pas l'opportunité de voler, même si j'ai du mal à avoir une idée comment on peut empêcher à quelqu'un qui est assis sur un fauteuil où gère de l'argent d'enlever 1 000 francs tous les jours. Hein. Je vois d'abord dans nos entreprises, à peine on demande à quelqu'un de gérer 5 000 que 500 disparaissent. À plus forte raison, quelqu'un qui gère des millions. Exactement. Des milliards d'ailleurs. Je suis d'avis, comme vous m'avez entendu parler de reprogrammation, je suis d'avis que pour qu'on mieux émerger en 2035 et rester émergé, il faut reprogrammer. L'un des sens pour faire cela est dans la lutte contre la fraude et corruption. Le Cameroun utilise une tactique de il détecte qu'il y a eu fraude ou il y a eu corruption et il cherche maintenant à corriger. Et c'est pour ça qu'il y a opération EPV. Or, la meilleure manière de la lutte contre la fraude et corruption, c'est la prévention. Et on prévient comment? On dit en anglais que when hunters learn to shoot birds without missing, birds still learn to fly without pitching. I'm just coming to pour supporter ce que Maître Paul dit, qu'on ne peut pas éradiquer la corruption, mais on peut réduire. Et l'une des mesures pour réduire la corruption dans notre pays est de limiter la circulation de l'argent en espèces. Il faut limiter cela. Il faut introduire un système de la carte crédit. Il y a le système de les agences de crédit. Oui, les agences de téléphone font maintenant. En Europe, on fait cela. C'est juste une carte que tu as ou une carte que la société a et chaque chose que vous payez passe par le carte. Aujourd'hui, on a le mobile money. Payer les transactions par là. Il n'y aura plus, donc c'est-à-dire que si on a one Camerounien, one bank account, et cette transaction passe. Et ça va aussi aider sur le problème de monnaie. Vous savez qu'il y a des fois que tu achètes quelque chose, on n'a pas la monnaie pour vous rembourser. Mais s'il y avait ce système en place, ça a aidé. Aussi, il y a le système de surveillance. Notre système de surveillance dans les carrefours maintenant est juste pour civil disobedience et la lutte contre le terrorisme. Or, c'est dans les sables où il y a 3-4 personnes. Vous entrez dans le banc, vous trouvez les camarades. Quand ça vous guette là, vous êtes un peu timide de faire un geste. Imagine un policier en route qui fait un contrôle avec une veste, avec une petite caméra sur lui. Dès que tu arrives avec ces papiers, il y aura honte de prendre l'argent parce que le caméra est sur lui. Ailleurs, il y a cela. Aussi, comme je vous disais, limiter la circulation de l'argent en physique. Voilà comment sur les radars. When you default a radar, you pay 25,000. C'est secours. Imagine tu payes 25 000 le week-end. Il va falloir qu'il rentre garder ça quelque part pendant que le banque se ouvre lundi. Mais si c'était dans les transactions comme le mobile money, que hey, tu es arrivé, tu payes par ton mobile money et surtout tu voyages même sans avoir ça en tête. Et regardez même sur le péage. Il ne faut pas changer l'argent. Faire un système. On aime bien toucher les pieds des banques. Il faut toucher. C'est ça le problème. Je pense que même dans le pays où il réside, aux États-Unis, il ne peut pas dire que c'est là-bas, c'est le paradis. C'est ce que j'ai dit, qu'on ne peut pas éradiquer. Oui, c'est pour dire que mais on peut limiter. Ici, chez nous, c'est le système. Vous comprenez, le système. Le problème est beaucoup plus politique. Vous comprenez. Là, vous êtes dans l'opérationnalisation. C'est le système. Nous sommes dans un système. Certains parlent de néocolonialisme, d'autres parlent de néopatrimonialisme, certains de la France-Afrique. C'est un système qui se nourrit et se reproduit dans la criminalisation. Vous comprenez très bien. Et lorsqu'on dit criminalité, c'est quoi? C'est la corruption, c'est le vol. Quand il n'y a pas de l'argent, c'est le trafic de stupéfiants, c'est la drogue et tout, et tout. Voilà, c'est le système. Donc, s'il faut éradiquer, comme vous voulez, il faut sortir de ce système. Absolument. Parce qu'il y a un renversement de valeurs. Je parle là comme Fanny Pigeot, dans son excellent livre Le Cameroun de Paul Biya. Il y a un renversement de valeurs.
Nous sommes dans une société où le vice est la vertu, où l'argent est roi. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous avez de l'argent, vous êtes roi. C'est cette société-là dans laquelle nous évoluons. C'est une société de rente. Vous comprenez? C'est politique. Ça fait partie de l'héritage colonial. Donc, il faut casser ça, rétablir le contrat social, qu'on soit des vrais patriotes. Parce que quand on aime son pays, lorsqu'on ne se comporte pas comme si on était en transit, je parle là comme Achille Mbembe, comme si le Cameroun était une zone de frayère. Vous savez, dans les mangroves sont des zones de frayère, où la vitesse d'eau est douce. Lorsque les espèces qui vivent en haute mer veulent se reproduire biologiquement, elles rentrent, elles viennent là où l'eau, la vitesse de l'eau est calme, elle se reproduit, elle repart. Donc, Achille me dit que les Africains se comportent comme si l'Afrique était une zone de frayère. C'est-à-dire, on prend tout, on va dépenser, je ne sais pas quoi, ailleurs. Donc l'Afrique devient une mamelle nourricière qui ne profite pas au continent, qui ne profite pas au fil du continent, qui profite ailleurs. Donc moi je pense que le problème est beaucoup plus systémique. Donc si on veut sortir de là, évidemment, il faut détruire ce système-là. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que c'est facile? Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Vous terminez avec votre proposition? Oh oui, je suis ça me fait un peu rire de ce que Didier dit, parce que je crois que Maître Paul peut accepter avec moi que si vous sortez de ta voiture et vous laissez la porte s'enfermer, on vient voler ta voiture, on va d'abord dire que vous êtes négligent. Avant de voir même que le volet a entré. Mais ça sera ce qu'on va vous approcher. Bon, il ne faut pas qu'on se reste en disant que c'est le système, c'est ceci et c'est cela. Et bien voilà sûr, les mesures très bien faites. Voilà comme le cas du système de surveillance. Parce que la corruption, on se dit comme si c'est basé que sur l'argent. Imagine les camarades comme dans les universités. Ça aide beaucoup, pas simplement dans la lutte contre la corruption, mais also from sexual abuses. That can also help in that. If you put, parce que des fois on dit, est-ce que le Camerounais travaille mieux? Oui, on sait même que de vendredi, il ne travaille pas. On travaille moins. Oui, c'est le système. C'est le système. Bien sûr. Bon, s'il y avait, ça c'est la corruption. Ben oui. Bon, s'il y avait un système de camarades dans le ministère ou dans cet endroit où il y a quelqu'un qui voit, et ça va aussi créer l'emploi. Est-ce que vous avez aujourd'hui quand il n'y a même plus de pièces, de monnaie? Et c'est de là où je venais avec ce système de carte crédit. Il faut faire ce système de carte crédit où que le gouvernement utilise le plus en moins ce système de mobile money. Pour que et c'est de là où vous et moi, nous parlons la même chose. Hein? Parce que derrière toutes ces solutions, toutes ces alternatives, ou bien toutes ces approches, que vous citez là, c'est l'homme. C'est l'homme qui est derrière ça. C'est-à-dire, la machine ne se programme pas seule. C'est l'homme qui est derrière ça. Et pour que l'homme le fasse bien, c'est un problème de valeur, de mentalité. Mais si la mentalité n'est pas la mentalité, si la mentalité n'est pas préparée, si la mentalité n'est pas patriotique, parce que c'est ce qu'on dit, il faut partir des clichés, des schèmes qui structurent la mentalité. Parce que tant que la mentalité est bloquée dans le vol, dans la criminalisation, même avec toutes ces technologies-là, il y aura toujours le vol. Donc c'est l'homme qui est derrière. Vous et moi, nous disons la même chose. Vous comprenez? Sauf que lui, il propose qu'on passe à la technique plus qu'au manuel et au contact. Oui, moi je propose qu'il y ait un déverrouillage de la mentalité. Ah d'accord. C'est toujours des propositions pour sortir de cette situation. Pour sortir, effectivement, je le comprends parfaitement. Quelque part, il a parlé de toutes ces méthodes techniques. Mais aussi, on devrait accentuer les contrôles financiers. Parce que même comme on voit que le Camerounais est un voleur foncier, il a bien fait de dire, dès lors qu'on prend quelqu'un, on le met en prison pour 20 ans. Celui qui vient
Ça ne lui dit rien. Dans quelques 2 ans, il va encore faire presque la même chose. Il faudrait qu'on accélère, qu'on essaie de multiplier les contrôles. Ne serait-ce que chaque 3 mois, une équipe peut contrôler les comptes. Là, ça pourra aussi freiner. Vous connaissez à un certain moment quand le Conseil supérieur de l'État faisait bien son travail. C'est là où même beaucoup de ministres, beaucoup de hautes autorités camerounaises perdaient leur sommeil. Parce que si on vous laisse toute une année, 2 ans, sans vous contrôler, si on peut faire un contrôle trimestriel, ça va freiner certaines choses. Dès qu'il y a déjà un écart, on avise. C'est une manière d'anticiper et d'empêcher que, même s'il y a des tournements, que ce soit très colossal. D'accord. Avant de sortir du sujet, bonjour, même en 2021, vous allez comprendre que les SMS vont concerner un tout petit peu la totalité des sujets qu'on a abordés jusqu'ici. Même en 2021, le Cameroun ne sera jamais prêt. C'est un téléspectateur, merci de signer vos SMS, ça rend la tâche plus facile, également plus agréable. Salut à vous sur le plateau. Après le glissement de date, l'État compte toujours respecter la date de livraison des stades. C'est TB depuis Ndogbon. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. À défaut, ils verront quand même à ce que ce soit fini avant la date prévue pour ce qui est de 2021. On poursuit donc, bonsoir à vous également. Salut au panel, Abba a été placé sous mandat de dépôt avant que les preuves ne soient trouvées. Sinon, dites-moi combien il a détourné. Par la suite, on a parlé de tentative d'évasion. C'est Rostand qui écrit ce matin ce roman pour faire allusion à la lenteur qu'il y a autour de l'arrestation d'Edgar Alain Mebingo. Bonsoir au panel. L'opération Épervier est un échec, à la limite une comédie. Elle devrait être dissuasive et répressive. Aucune volonté de changer n'anime nos dirigeants. C'est Tuassi Touko qui nous écrit depuis Douala. L'opération Épervier est une pure diversion car ça ne sert à rien de laisser quelqu'un voler pendant des années et le condamner un matin sachant que le coupable ne remboursera pas les milliards détournés. On fait plutôt la promotion des voleurs à col blanc. Voilà par exemple les récentes infrastructures de laquelle aucune enquête n'a été diligentée pour établir les responsabilités. Eric depuis Deido. Bonsoir Madame Rosalie. Que Jeune Afrique parte ailleurs. Ils ne vont pas réussir à nous déstabiliser. Les Camerounais sont mûrs. Bonsoir à tous, belle émission. Même en juillet, les stades ne seront jamais livrés. On se connaît en détail. C'est Georges de Ngelemenduga qui nous écrit ce matin. Bonsoir à vous. Le président a employé ses frères partout dans l'administration et ils sont venus voler au lieu de travailler. Maintenant, il les enferme tous. Il faudrait que le président se focalise sur le mérite et non l'équilibre régional. Donc, ses frères dominent tout l'administration depuis sa prise de pouvoir. Paco de Deido. Et on va prendre le dernier. Bonsoir le panel. L'opération Épervier est une forme de distraction du bas peuple. L'argent volé par ces bandits fait vivre très bien leur famille et nous on souffre. Et ce problème peut aider le bas peuple que si et seulement si l'État confisque les biens de ces voleurs. J'ai foi, le Cameroun sera un beau pays. C'est Yvan qui écrit ce matin. On va sortir de ce sujet. Il y a quand même un angle qui a été soulevé par un téléspectateur qui parlait de cet équilibre régional. Je pense qu'à un moment donné, il faut lever un tout petit peu l'équivoque sur cette question au Cameroun. Parce que mine de rien, tu le disais tout à l'heure Didier, on a peut-être beaucoup de certaines ethnies dans la fonction publique parce qu'on en a beaucoup aussi là-bas qui vont beaucoup à l'école et inversement à d'autres qui ont une préférence. Moi, je pense que... ne pas y aller. Et après, il faut équilibrer entre guillemets pour permettre à ceux qui ont moins d'avoir aussi de l'espace. Sinon, non, moi, je vais reprendre le professeur Jacques Famen Nongo, que j'adore lire parce qu'il écrit très bien. Il écrit très bien. Il a dit un jour dans Cameroun Tribune que dans ce pays, il n'y a pas de tribu de génie ni de tribu de fainéants. L'équilibre régional, 60 ans après l'indépendance, est une illustration parfaite d'un échec. 10 ans après l'indépendance, ça pouvait se comprendre parce qu'il fallait remplacer les cadres européens qui partaient. On pouvait donc faire l'équilibre. Madame,
Donc vous serez d'accord Lorsque je suis pour quand l'égalité de chance. Non, je veux justement qu'on ait un bureau où, si par exemple, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont les nordistes qui réussissent. Ça ne se passe pas. Ce n'est pas comme ça. Nordistes sur 50 fauteuils, ça ne va pas créer une autre polémique. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, madame. Si vous allez aujourd'hui à l'Institut national des statistiques, vous aurez toutes les données. L'Institut national des statistiques est là pour les politiques publiques. C'est pour le gouvernement. Ça permet au gouvernement de réguler. C'est ça le rôle de l'État. Réguler, contrôler, punir, comme le maître disait. Et puis, l'État aussi conseille. Voilà les 4 missions régaliennes de l'État. De réguler. Donc, si vous constatez qu'à un moment donné, il n'y a pas de bons médecins de l'Est, vous cherchez les causes. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'établissement, parce qu'il n'y a pas des enseignants. Et vous allez investir là-bas. C'est comme ça pour le moment. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'équilibre régional est instrumentalisé, est devenu une forme de reproduction de classe. Vous voyez que vous partez à l'ENAM, vous voyez les enfants, bon, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Vous voyez toute une famille qui est à l'ENAM. Vous allez à l'ENIA, parce qu'il y a quelque chose aussi qui peut attirer mon attention, c'est que toutes ces écoles-là, c'est des écoles qui garantissent le travail, le matricule, pardon. Or, il n'y a pas ça à l'école normale supérieure, ou bien, je ne sais pas plus maintenant, parce que ces écoles-là ne garantissent pas le matricule, ou bien les matricules, pardon, ou bien une place à la fonction publique qui est une garantie. Mais il faut corriger ces inégalités-là. C'est un problème de justice. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il y a un équilibre régional. On va prendre un enfant qui a eu 8 de moyenne dans un concours 10 de moyenne pour être médecin, en laissant peut-être l'autre qui a 15 de moyenne. Que va devenir ce médecin avec 10 de moyenne? Si demain, on vous dit que c'est lui qui va vous opérer, vous serez d'accord? Donc, cette façon de faire l'équilibre régional a fait naître une classe de cancre. Il faut éviter cela, madame. Un pays se construit avec les QI supérieurs à 15. Les grands pays comme il est aux États-Unis, c'est des génies qui construisent une société. On ne construit pas un pays avec des faibles. Bien sûr que les faibles, chacun a sa place, mais on sait comment on peut introduire les faibles dans le circuit économique ou bien dans le tissu commercial, on sait comment. Donc moi je pense que si 60 ans après, comme je l'ai dit, on continue de parler de l'équilibre régional, vraiment, c'est une, je ne vais pas dire bêtise parce que je respecte ceux qui sont là. Moi, je pense que c'est vraiment un échec quand même. C'est un gros échec parce qu'on aurait pu le corriger. Vous voulez réagir? Oui, je voulais dire, je voyais les choses. Sinon, le terme équilibre régional, c'est seulement la manière qu'on l'a utilisé au Cameroun. Qui en a fait un problème. Qui fait problème. Ouais. Parce que pour moi, je vois bien que c'était une idée de pouvoir trouver toutes les colorations ethniques. Parce que le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Et quand nous discutons même, quand nous parlons, cet équilibre, je m'interroge toujours combien de pygmées. Je n'ai jamais vu un ministre pygmée. Et pourtant, les pygmées sont les plus anciens sur ce territoire camerounais. Quand on parle de cet équilibre, je ne vois pas là où on a fait monter un pygmée digne de ce nom, originaire, ou qui monte jusqu'au stade de ministre, alors que c'est le premier occupant du Cameroun. Donc, à un certain moment, on a utilisé... Je peux comprendre originaire, puisqu'on a quand même des pygmées de l'Est qui sont originaires, comme les hommes de petite taille. Oui, ceux-là de la forêt, là, c'est eux-mêmes qui sont les premiers au Cameroun. Vous comprenez un peu parce que... Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, mais... Non, ça je le dis tout franchement. Parce que c'est toujours une portion des citoyens qu'on croit qui ne sont rien, alors qu'ils sont les plus anciens au Cameroun. Moi, j'en sont policiers et puis... Voilà, policiers, voilà, moi, déjà amené à sortir de leur habitat naturel. D'accord, agents forestiers. Oui, on les forme. Il évoluer jusqu'où? Il faut être quand même de l'administration centrale pour qu'on sache qu'on gère le pays. Est-ce qu'un pygmée a déjà fêté son ministre? Oui. Comme nous fêtons un peu. À l'Est, vous savez, on a des pygmées dans des zones... J'ai dit ceux qui sont en forêt. Là. Non, mais c'est comme mes amis. Parce que je les défends aussi là. Bon, voilà autant de choses. Donc, pour ne pas rire, il y a plutôt la façon de faire usage. Et normalement, dans tout pays, tu dois décoller. C'est le mérite. Mais à la lueur où nous voyons les choses, si nous parlons aujourd'hui de l'administration centrale, pour certains postes, ça ne veut pas dire que ceux de ce coin-là sont le quotient intellectuel au-dessus du reste des Camerounais.
Il faut seulement que le gouvernement essaie de voir. Surtout les chefs de terre, comme on en parle. Que ce soit les sous-préfets, les préfets. Voilà où ça blesse beaucoup de gens au Cameroun. Parce que quand on voit le nombre, le frère Kevin a dit tout à l'heure, peut-être quelque part il y a au moins 41% et le reste du pays se partage le reste. Donc il faut revoir ce genre de choses et savoir qu'à tous les niveaux, les gens sont allés à l'école un peu partout. Ce n'est plus que, même à l'extrême nord, on croyait que ça commence à bouger un peu partout. Les lignes bougent. Ah non, ils sont très donc il faudrait bien qu'on essaie de... Non, certains les appellent, bon, ils ont des termes qu'on donne là, alors que tout le monde va à l'école déjà. Donc il faudrait à un certain moment, même si on veut équilibrer. Tout le monde part à l'école déjà. Oui. Je pense que c'est le nœud du problème. Tout à fait. Autrefois, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas et je suis d'accord qu'aujourd'hui, il faille rectifier. Il faut le faire. Et même on pouvait rectifier depuis. Mais comme au Cameroun, on n'anticipe pas. On laisse toujours d'abord pourrir. Quand ça pourrit, on cherche des solutions. Parce que là, quand les gens s'interrogent depuis par rapport à ce problème, pourquoi certains rejettent carrément la notion d'équilibre régional? Et pour parler de la méritocratie. Et quand on parle de méritocratie, toutes les régions du Cameroun ont des gens qui ont un quotient intellectuel, comme le disait Didier, au moins supérieur à 15. Ben oui. Il faudra qu'on pique dans ces régions pour voir qui sont ceux qui sont excellents pour que l'administration ne soit pas une administration tatillonne comme on voit actuellement. That is really right that with government's positions or positions of service, merit should be the best. I would not say that regional balance is a failure. I think regional balance is a failure because it is used in a different dimension. We are using regional balance in political decentralization, which at one point there's one SDF parliamentarian who said the best, la meilleure équilibre régional dans la décentralisation politique et de 1004 du Cameroun est partagé de même façon pour tout le monde. That is in that sense, but if you take regional balance and put it under fiscal decentralization, then it will make sense. Because fiscal decentralization is the redistribution of Cameroon natural resources, whereby areas that doesn't have enough, then the president will add there to bring that equilibrium. That is where it should be used. It will, because the president have already created an account, la caisse that surrounds that. That was a very big move and was a good move for regional balance. But we should put regional balance under fiscal decentralization, and in case of government services, we should bring merit. Merit is the way out, not regional balance. And you can, the example, why call an examination a competitive examination, et dès que les gens écrivent un examen compétitif, vous entrez maintenant à dire que oh non, tu as passé, mais le nombre de gens qu'on veut de chez vous est déjà atteint. Non, c'est de ce sens que beaucoup de gens vont voir que l'équilibre régional devient problématique. Mais est-ce qu'on ne va pas se heurter au même problème maintenant lorsqu'on aura, je prends entre guillemets, un résultat où on voulait 100 personnes? Ça peut arriver qu'on ait par exemple une région où 60% des notes sont supérieures aux autres et que involontairement, la même région se retrouve représentée à hauteur de 60% par rapport aux autres. Est-ce qu'on ne va pas une fois de plus s'imaginer que ça a été une machination alors que le résultat peut-être c'est ce qui est concret sur le terrain? Ça aussi c'est possible. Mais monsieur, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a que l'éducation, la formation pour corriger ces aspérités-là. Parce que même en décentralisation, cela va poser des problèmes. Chaque Kanta Diop démontre comment nos sociétés traditionnelles sont organisées. C'est d'abord la famille. Après la famille, c'est des clans. Après les clans, c'est des cantons. Après les cantons, maintenant, c'est le village. Après le village, c'est la ville. Vous comprenez? Maintenant, lorsqu'il va falloir choisir peut-être le président de la région, vous allez faire comment? Lorsqu'il va falloir maintenant choisir les conseillers régionaux, vous irez dans tous les clans là choisir parce qu'il faudra peut-être 60. Vous savez, par exemple, dans une région, par exemple, la région, je prends la région du littoral, vous savez combien il y a de clans ici? Vous allez faire comment? Moi, je pense que seule une bonne formation
Vous comprenez? Et une bonne distribution des fruits de la croissance. C'est ça le développement. C'est une bonne distribution des fruits de la croissance. C'est ce qu'il essayait de Vous comprenez? dire. Si c'est là, d'accord, peut-être son anglais est très fort. Une bonne distribution des fruits de la croissance. C'est ça le développement. Peut, à long ou bien à moyen, court, long terme, dissiper ces aspérités-là. Parce que c'est quand les gens ont faim qu'ils commencent à aller fouiller dans la poubelle de la tribu. Quand vous êtes occupé, quand vous gagnez bien aisément votre vie... Avec qui vous travaillez. Voilà, madame. Salut à vous sur le plateau. Paul Biya est-il capable de battre Chantal Biya si jamais les deux se présentent aux élections? C'est Gilbert qui pose la question. Ils sont drôles, les Camerounais. Hein. Bonsoir le plateau. Dans le cas des vols de détournement, il n'y a pas plus Camerounais que d'autres. Que le tribunal criminel spécial fasse son boulot et bien. Certains sont détenus depuis Nkondengui pendant que les enquêtes se poursuivent. Christian Jules depuis Bétari Ouya dans le nord du pays. Il n'y aura jamais égalité de chance en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Nous fonctionnons dans un système d'achat de places dans les concours et corruption. C'est Maurice Debolova. L'opération Épervier, qu'on rapporte toutes les structures anticorruption aux caisses de l'État. L'opération Épervier n'est-elle pas une opération à tête chercheuse? Vous êtes libre de donner votre avis. C'est une question. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Quoi n'est pas bien? Les génies n'ont pas besoin d'être des fonctionnaires. Bill Gates, Steve Jobs, Amazon aux États-Unis d'Amérique, l'équilibre à sa place. C'est Bertrand de Gaoundéré. Si vous êtes des génies, vous inventez, vous n'êtes pas en train de diriger quelque chose. On vous met quelque part et vous créez là-bas. C'est ce que lui pense, hein, et que maintenant, pour pouvoir diriger le pays, il est d'accord avec l'équilibre régional. Il faudrait qu'on tienne compte de ceux qui ne peuvent pas être... oh là 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 là, je m'en sors là ou... ou je jette l'éponge. Bonsoir à vous. Moi, je pense que tant que les Camerounais vont toujours rester à s'acharner sur les actions de ces chefs d'État, il n'y aura pas... pourra pas succomber à la tentation parce que moi, je ne me pose même plus la question. Lionel Monté depuis Bonabéry. Bon, apparemment, il mène en mourir. Bon, je vais m'arrêter là parce que tout le reste m'est destiné, c'est compliqué. Bonsoir, l'équilibre régional est une escroquerie morale, instrument utilisé par le pouvoir pour asseoir le tribalisme d'État. C'est Franck Tico qui nous écrit. Salut au panel, demandez au monsieur en jaune qu'il vous dise la dernière fois qu'il a été approché par l'Institut national de la statistique. C'est toi le monsieur en jaune. Il me demande la dernière fois que j'ai été approché. Moi j'y vais. Moi je suis... Puisque tu parlais de statistique. Ben oui, je suis environnementaliste. Moi j'y vais. D'accord. Bon, je pense que ce monsieur a décidé avec moi aujourd'hui. Une dernière réaction sur le sujet et on va parler des crises anglophones. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui pour sortir? De toute façon, vous avez fait une belle illustration de solutions tout à l'heure. Je pense que les personnes indiquées pourront tirer les bons fruits de ces interventions. On va prendre une transition et on rentre dans le débat de cet après-midi. On parle de crise dite anglophone. Sisikou Ayouk Tabi, le leader donc de l'Ambazonie, et ses co-accusés étaient devant les tribunaux cette semaine à Yaoundé et le tribunal militaire a donc tranché du débat qui date déjà de 2 audiences où bien sûr les sécessionnistes revendiquaient la nationalité nigériane, ce qui avait un tout petit peu arrêté pour la suite des débats, un blocage qui a donc été levé il y a quelques jours seulement puisque le tribunal militaire a décidé et a tranché. Sisikou Ayouk Tabi et compagnie sont donc camerounais et seront jugés tels quels tout au long de ce procès qui devra donc se poursuivre à Yaoundé. Une belle perte de temps, mine de rien, maître Paéré sur ce coup. Vous êtes avocat. On le sait quand même, monsieur Sisikou a travaillé dans certaines structures étatiques au Cameroun. Pourquoi toute cette tournure qui finalement me pousse à me poser une question? Est-ce qu'on peut encore compter sur eux véritablement pour ce dialogue tant attendu pour la crise dite anglophone? On voudrait bien sortir de là. Et lorsqu'on a ce genre de tournant, par moment, ça finit un tout petit peu par
pas lasser aussi l'opinion? Vous savez, quand on est acculé, quand on a le dos au mur, on doit utiliser tous les arguments possibles pour se défendre. Quand M. Sissoko et consorts disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas Camerounais, quand ils ont été à un certain moment au Nigeria comme des réfugiés, c'est sur cette base qu'ils se placent pour dire qu'ils ne sont pas Camerounais. Or, la réalité, nous le savons, ce sont des Camerounais. Bon, c'est une paire de manches qui se joue encore, parce que même quand le tribunal militaire a pu statuer par jugement avant dit droit, pour reconnaître cette nationalité, les avocats de Sissoko, de concert avec Sissoko, ont interjeté appel. Je crois, à moins que je ne sois pas au courant. Donc ça a été annulé et ils ont décidé de boycotter la prochaine audience prévue en mars, puisqu'on a décidé que ça s'arrêtait là et qu'on devait poursuivre. D'accord. Bon, là, voilà là où je suis un peu en retrait. J'ai tellement été dans mes dossiers, je n'ai pas vu cet aspect. Mais sinon, je suis là tout ce que nous sommes là, parce que tout ce qui se passe dans la zone anglophone, c'est regrettable, hautement regrettable. Personne n'est à l'aise dans cette zone. Et même nous, ici, côté francophone, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, ce n'est même pas une crise seulement dans la zone anglophone. Parce que ça prend une dimension déjà nationale. Et même qui se dit francophone, ce n'est que le français, l'anglais, les anglais et les français qui sont venus nous séparer. Nous sommes après tout ces Camerounais puissants. Donc, quelque part, personne n'est à l'aise. Parce que chacun a la famille de l'autre côté. Et même avant, nous savons que les bonnes écoles ici, au Cameroun, c'était du côté anglophone, que ce soit les internats. Nous souffrons aujourd'hui, nous tous qui sommes là. Donc c'est quelque chose qui fait très mal. Et à un certain moment, quand on continue à dire dialogue, s'il pouvait avoir, parce que quand je vois peut-être un Sissoko qui dit qu'il n'est pas Camerounais. Alors qu'il était considéré comme une vitrine pour pouvoir échanger. Et je crois qu'il a travaillé à la Sonnelle, comme on m'a dit, je ne suis pas très grand chercheur. Je regrette un peu parce que le dialogue qu'on cherche, parce qu'à un certain moment, j'ai dit sur un plateau, je crois que c'est toujours ici, quelqu'un m'a fait savoir qu'on ne dialogue pas avec les maquisards. Mais j'ai dit qu'à un certain moment, quand c'est mauvais, on dialogue avec l'ennemi. On le fait, ça s'est fait en Colombie. Les gens sont sortis de brousse pour négocier et la Colombie vit un peu en paix aujourd'hui. Donc je regrette quand ceux-là peuvent nier leur nationalité. Donc si c'est que c'est de manière incontournable qu'on passe par eux, ça veut dire que c'est un peu bizarre. On est dans l'impasse. Ce n'est pas par lui absolument qu'on doit passer, ce n'est pas le seul anglophone. Non, on ne refuse pas, mais on reconnaît quand même qu'on est dans l'impasse, puisqu'en même temps, au début, on a pensé que on peut bien l'isoler et on continue avec les autres. Il y a d'autres anglophones qui sont bien à mesure de pouvoir parler à sa place. Au nom de l'Amazonie. Ah, mais ils sont là en brousse. Parce qu'en demandant, certains risqueront de sortir et on verra. D'accord. Aujourd'hui, Sissoko, Ayoub Tabé et compagnie mis hors jeu dans la possibilité du débat que tout le monde souhaitait pour le retour à la paix. On fait comment aujourd'hui? Like Metropole said, it's really a very regrettable situation, especially for somebody like me, who's from that region, that you can visit your country and you cannot visit your area of origin because there is fighting going on, something you think it would have been handled ahead of time. They say it is easy to bend an iron when it is still hot. The issue of Anglophone marginalization is the bedrock of it, and we cannot just deny that fact that we as Anglophones or people of Southern Cameroon are not marginalized. You can see even in the recent rise of how long it could take a government to translate laws that need to be used into that language, and even from there are many areas that they have to strike, they have to revolt before they get it, that have come to this point now that the ideologies of secessionism have come in. Secession is an ideology. You can only eradicate it by providing what the people are asking. So if you talk of Sissoko not more a Cameroonian, yeah, he stands on the fact he was an interim president of a declared country. How will you expect him to
accept another nationality. But we all know that the end result as lawyers is how they can get their liberation. But I think on my part, I'm looking at what measures really is the government taking and that are not really yielding fruits. And every day there is shooting, there is destruction, and we keep on saying, oh, we are talking, we are talking. Metropole said it. He's not the only one that they can consult. We had the religious leaders that team up to see if they can interfere. Cameroon is a religious nation. These religious leaders have stayed in those areas. They haven't moved. So pour parler de cette sortie de Monseigneur Christian Toumi, mais en attendant, si on a des journées mortes du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est toujours pour soutenir le procès de Sissikou Ayoub Tabé. Donc finalement, il y a quand même un lien entre ce qui se passe, le fait que les populations soient martyrisées un tout petit peu par ces gosses voilà, qu'on fabrique de ce côté-là, et ces procès qui se passent à Yaoundé. Donc finalement, si on dit qu'on va laisser tomber le cas Sissikou et tout pour se focaliser désormais sur Christian Toumi, est-ce que ça ne sera pas en adéquation avec ce qui se déroule également dans le nord-ouest et le sud? Écoutez, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes ici face à une crise identitaire. Bien sûr. À la base, hein, au départ. C'est une crise identitaire qui n'a rien à voir avec une crise idéologique, comme Boko Haram. Et une crise identitaire ne prend pas fin du jour au lendemain. Ça va de père en fils. Voyez-vous, ce qui se passe sur le terrain, c'est que ces ambazo boys-là s'attaquent maintenant au symbole économique, au symbole financier, pour affaiblir l'État. Pour affaiblir l'État et susciter quoi? Susciter un embrasement, un soulèvement populaire. Malheureusement, ils n'y parviennent pas encore. Parce que Douala aujourd'hui, ils sont très nombreux qui affluent, qui viennent ici. Moi j'ai remarqué l'autre jour, quelqu'un qui vend le coq, quelque chose comme ça, là. Ouais, cette nourriture-là qui est beaucoup plus prisée de l'autre côté, là, que nous aimons aussi, le héros, dans le pouce. Moi j'avais vu ça, par exemple à Bamenda, je n'avais jamais vu ça ici à Douala. Donc c'est des jeunes filles qui viennent, ça m'a fait mal, très mal, parce que je les voyais dans la chaleur, alors qu'elles sont habituées à la fraîcheur des montagnes de l'Ouest. Donc, c'est une crise qui est allée pour durer longtemps. Bon, maintenant, lorsque vous parlez de Sissikou, oui, Sissikou veut rester le maître du jeu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il vous dit carrément qu'il n'est pas camerounais, pour démontrer qu'il est ambazo, qu'il est séparatiste. Vous comprenez? Ceux qui ont voulu jouer, s'asseoir, mettre les fesses sur deux chaises, comme Maître Congo, ont été écartés, faute ce confrère. Parce qu'à un moment donné, Maître Congo, lui, il est un peu équilibriste. Lui, son discours va dans le sens de la décentralisation, mais il est mis hors jeu. Pourtant, il a passé un peu plus de 8 mois, je crois, en prison. Aujourd'hui, il devait être véritablement le leader de la crise anglophone, mais il est mis hors jeu. Donc, c'est parti que c'est les séparatistes qui aujourd'hui contrôlent le mouvement. Mais dans ce mouvement-là, vous savez, on fait la guerre pour trois choses. On fait d'abord la guerre parce qu'on a faim, ou bien parce qu'on a besoin de territoire. On fait la guerre parce qu'on veut manipuler les masses. On fait aussi la guerre parce qu'on veut vendre les armes. Est-ce que tous ceux-là maintenant qui font la guerre du nord au sud, est-ce seulement parce qu'ils cherchent la séparation? Est-ce parce qu'ils sont dans l'ingénierie de la guerre? Est-ce parce qu'ils sont dans la manipulation de masse? Il y a tout cela dedans. Est-ce qu'ils sont même prêts à ce que cette guerre prenne fin? Donc moi je pense que tout ce que, comme quelqu'un a dit, que le président Biya aujourd'hui restera encore presque le seul, c'est une personnalité énigmatique, restera encore le seul qui peut apporter la solution à cette guerre-là. Moi je pense qu'à 86 ans, le président Biya devait engager, mettre, ça dit, toute son expérience, parce que lorsque vous regardez l'histoire de ce pays, s'il y a quelqu'un qui maîtrise très bien la crise anglophone, c'est lui. Il est quand même rentré au Cameroun en 1962. Il est allé travailler chez Tekin Bouma comme son directeur de cabinet. Il est revenu à la présidence. C'est lui, en back office, c'est lui avec les autres qui ont beaucoup travaillé
pour la conférence de Fouman. Donc il reste encore presque le seul acteur au niveau du problème anglophone. Donc moi je pense qu'il est temps encore qu'il puisse apporter une solution. Mais il faut la vérité dans la crise anglophone. Parce que voyez-vous, bien avant le référendum pour trouver le cadre juridique de cette zone-là, il y a eu une assemblée, je crois. Sauf que tu as oublié le principe à ce niveau de l'émission. Oui, donc il y a eu quand même une réunion anglophone dans les années 1957. Et il faut dire la vérité que la majorité était pour le séparatisme. Mais c'est la communauté internationale, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre, parce que le ministre des Communes de l'Angleterre à l'époque était à ces réunions-là, qui a dit que non, on ne peut pas accepter le séparatisme parce que économiquement, vous n'êtes pas viable. Vous ne pouvez être viable économiquement que si vous vous mettez soit avec le Nigeria, soit avec le Cameroun. Et pour la petite histoire, il y a une partie qui sont allés avec le Nigeria, une partie avec le Cameroun. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la communauté internationale ne veut pas prendre ses responsabilités. Quand on dit la communauté internationale aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui est là, et puis l'ONU. Parce que c'est eux qui, à l'époque, avaient dit aux anglophones que non, vous ne pouvez pas être un État libre, tout ça parce que vous n'êtes pas économiquement Vous venez viable. donc de trancher facilement. Hein. L'ONU est restée sur le principe qui veut que le Cameroun qui s'étale jusqu'à là et qu'il n'y a pas un autre État à ce niveau-là. Donc il n'y a pas un débat de savoir s'il y a un autre État et s'il y a moyen de séparer les deux. Aujourd'hui, on voudrait sortir... Mais bien sûr, c'est pour ça que nous disons que l'ONU ne joue pas à un bon jeu. L'ONU, sa position n'est pas claire. Vous comprenez? Soit, on sait comment ça se passe. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut la vérité. L'ONU doit dire, halt, ça va, la récréation est terminée, prendre position. Parce que l'histoire est là. L'histoire n'est pas, on ne peut pas réécrire. L'histoire est pourvoyée d'arguments. L'histoire est là pour nous dire que, pour nous rafraîchir les idées, la mémoire que, à l'époque, dans cette réunion-là, en 1957, eux, ils ont dit que non. Vous ne pouvez pas être un pays, être un État souverain, tout simplement parce que économiquement vous n'êtes pas viable. Oui, maître, en précisant quand même que pour l'heure, les élites du Sud-Ouest, une fois de plus le Sud-Ouest, qui continue à appeler les séparatistes à déposer les armes. On se rappelle, ce sont les femmes qui étaient d'abord montées au créneau. Le Sud-Ouest qui se désolidarise encore de plus en plus de cette crise et de toutes ces attaques jugées inhumaines dans cette partie du Cameroun. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est pourquoi dans la zone anglophone, monsieur Kevin est là, il doit comprendre, il comprend. Voilà quelqu'un qui arrive dans son pays qui ne peut pas aller se reposer calmement dans son village. Ça fait mal. Et ça veut dire, quelque part, quand nous parlons de ces ambazonies ou séparatistes, on va pas parler d'Ambazonie, hein, ça existait depuis, c'est des remous. Donc, quelque part, comme on a parlé, toujours s'il fallait anticiper pour certaines situations. C'est comme par exemple la décentralisation dont on parle. C'est institué dans la Constitution de 1996 ici au Cameroun. Si on appliquait point par point cette décentralisation, c'est vrai comme Didier le dit, mon confrère, il est pour la décentralisation, comme beaucoup de Camerounais étaient pour la décentralisation. Et même à l'heure actuelle, certains sont pour, au lieu de la décentralisation, le fédéralisme. C'est comme par exemple au SDF. Nous avons toujours eu cela dans notre manifeste. Mais ce qui est là à l'heure actuelle, nous parlons pour chercher des solutions. Parce que les gens en ont marre. Imaginez que le gouverneur lui-même tellement protégé soit attaqué à tous les niveaux, dans le sud-ouest. Est-ce que ça marche? L'État n'est pas tranquille. Et ça nous fait dépenser beaucoup d'argent. Alors, quand on utilise une certaine méthode, ça ne donne pas, il faut changer. Parce que dès lors qu'on a évolué avec la force, le discours du chef de l'État en fin d'année, il a dit qu'il fallait cela. Bon, il est question... Le comité de désarmement... Des désarmements, ces gens sont descendus. Mais au fur et à mesure que les jours passent, ça devient toujours un peu plus grave. Il faut donc encore changer d'antidote. Pour moi, je vois que vraiment, toujours, c'est dans la logique du dialogue. Et il faudrait que le chef de l'État voie dans quelle mesure. Parce que même quand ça ne s'envenime en 2016, quand ça a commencé, si le chef de l'État peut-être avait fait un déplacement sur Bamenda ou Boya, ça aurait calmé beaucoup de cœurs. Pourquoi vous le pensez? Il y a d'autres également qui pensent qu'il n'est pas obligé
de s'y rendre pour que ce soit... C'est toujours des solutions que nous proposons. Bien sûr. Non, rassurez-vous, cette proposition elle est revenue au moins 30 fois sur ce plateau. On dirait que vous me tenez vraiment à le voir dans le sud-ouest ou au nord-ouest du Cameroun, Monsieur Kiven. There are solutions that the government can do without necessarily going there. Yes. If you go down memory lane, you will know that the name Ambazonia came up in 1985 when the president of the Bar Council by then, I think he was by name Dinka, lawyer Dinka. Dinka. Yeah. And this was because Mr. Biya changed the name of the country. That could be another solution. Let him rename Cameroon. Let him recall Cameroon as the United Republic of Cameroon. Because you will know that it is from this day We call it like what? Republic United comme ça était, yeah. Because it is from this change of name that the name Ambazonia. Que ce soit devenu simplement Cameroun, exactement. Il faudrait que ce soit République unie du Cameroun. Parce que c'est de cet sens où le président of the Cameroon, the president of the Cameroon Bar Association also said, if you're doing that, that is illegal. We too of the southern Cameroon, we will rename ourselves Ambazonia. It will be different if we have a republic, a unit Republic of Cameroon, or we have Cameroon to call. It's the Cameroon. I think it will be too good if we have the United Republic of Cameroon. Okay. That is the problem of assimilation. Because if you want to look at Anglophone crisis, you need to look at it from the point of marginalization. And that is where secessionism have come in. Secessionism have come in because of this issue of marginalization. And where are the areas that the people from southern Cameroon feel marginalized? We feel marginalized under the same name. Come think of yourself as a historian. Historians will not really write history very well with coming in 1985 and bringing us back to La République. Okay. It was just recently, I followed the appointment of Chief Joseph as the Prime Minister, and in the listing of the Prime Minister, they said Ahidjo was the first Prime Minister of Cameroon. Oh no, he wasn't. Ok, donc quelque part, oui. That is just one of the solutions. That is a long-term solutions I'm bringing to you. Another long-term solution the government can be putting in place is the use of the English language. Our military or our security forces are being trained in French. Everybody. They should at least be trained in both languages, and even of the 9 months course, they should do 18 months. Let me tell you where the language factor will help. So the language factor will help when they are in those villages now. Even they should send people that speak the native language. When they are there and they're speaking French, the population is too scared. Some of those people don't even understand French. If you look at other countries, when you are in a military service and you speak another language, they give you an incentive. Bon, sauf que M. Kiven, sur cet angle-là, on ne sera pas totalement d'accord, parce que si on doit simplement envoyer les gens d'expression anglaise de ce côté-là, je ne parle pas de gens qu'on veut juger. Je ne parle pas de gens totalement qui parlent. Je dis que si vous êtes formé en anglais, si vous êtes bilingue, et tu pars dans une zone qu'on parle qui est anglais, et tu parles, tout va mieux. Non, je vous comprends, mais je parle également sur le principe que tous les Camerounais, c'est ce que nous on devrait en fait prôner, devraient tout faire pour devenir bilingues, pas attendre simplement qu'on envoie des personnes adaptées dans leur région. Moi je disais qu'il faudrait que les élites anglophones, les jeunes comme vous, interrogent un tant soit peu le rôle de personnalités comme Djongo Foncha, comme le président Mouna dans la crise anglophone. Lorsqu'en octobre 1961, par un référendum, le Cameroun occidental accepte de se joindre au Cameroun oriental, des conditions étaient écrites, ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, en 1972,
Django Foncha et les autres là acceptent aussi facilement comme ça là ce que vous appelez aujourd'hui l'assimilation. Mais cette question, il faut la poser. Ils ont joué pas un rôle pas assez sérieux pour des questions de prébande, de distribution de postes. Il faut le dire. Seul Aïdjo aujourd'hui, parce que lorsque vous lisez, il y a certaines littératures qui veulent faire croire que seul le président Aïdjo est à l'origine de cette crise, qu'il seul a pris sur lui de passer de Cameroun fédéral à Cameroun uni. Mais non. Mais non, il avait fait avec les leaders, l'élite anglophone. Il faut avoir le courage aujourd'hui d'interroger leur responsabilité dans la crise anglophone. Now, I think you cannot really be going les that questions far. d'assimilation, Yeah. les questions d'assimilation, les questions de marginalisation, c'est des questions légitimes. Vous comprenez? À un moment donné, même les Camerounais francophones étaient tout à fait d'accord. Ça a été même un apport psychologique à la crise anglophone. On était absolument d'accord que les problèmes que vous souleviez, c'était des questions légitimes. On les partageait. On les partageait. C'est qui rend la chose compliquée aujourd'hui, c'est les dérives qui sont observées désormais dans ces revendications, et ça, personne ne sera jamais d'accord avec ce qui se passe, détruire des hôpitaux, des écoles, empêcher les enfants d'aller à l'école, en rien. Ça ne justifie les actes menés. On va sortir de ce programme. On est arrivé au terme du temps imparti. C'est intéressant, on aurait pu y rester. Malheureusement, on va s'arrêter là avec quelques SMS. La phase du dialogue est dépassée. Les Sisikou et autres là doivent payer. Franchement, nous avons déjà beaucoup perdu et en homme. C'est Jules Christian qui écrit ce matin. Quand une guerre fait du surplace, quand aucun vainqueur ne s'établit, après un certain temps, on doit négocier et arrêter de massacres mutuels. Plus on insiste à continuer, plus les rancœurs se renforcent et rendent une hypothétique négociation difficile. C'est Pierre de Bafoussam. Voilà. Alors là... Bonsoir, le panel. Moi, je pense que les populations du Nord et du Sud-Ouest peuvent mettre fin à cette crise en désobéissant et en désavouant les sécessionnistes. On s'arrête là pour cet après-midi et merci à tous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Merci Maître Paul Pailleret. Ouais. Merci à vous Didier. Merci. Et merci à vous Mr. Kevin d'avoir accepté cette invitation, une émission réalisée en 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Je veux juste dire à tous les militants et sympathisants SDF. Ah oui, bien sûr, oui, parce que étant là, il y a notre mobilisation du 3 mars avec pour thème notre diversité à l'épreuve de la compétition politique au Cameroun. Voilà, donc, vous allez tester un peu votre popularité à Douala. C'est à IPF, à Bepanda Safari. Donc j'invite beaucoup de Camerounais, même ceux qui n'étaient pas déjà du SDF, de nous rejoindre là-bas pour qu'on puisse faire quelque chose. Hein, pourquoi pas? Je suis d'accord. Monsieur Dialga était donc derrière les caméras, une réalisation de Titi Mbaké. Au bonheur de vous retrouver samedi prochain. Nous serons toujours au cœur de l'actualité et ce sera tous azimuts. Bon début de semaine à tous. Merci beaucoup. On allait me